Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Bonjour à tous, on va se régaler aujourd'hui. Et oui, on va se régaler parce que c'est bientôt le réveillon. J'espère que vous vous apprêtez à passer une soirée sympathique entre amis, avec la famille, dans une salle des fêtes, au restaurant, en boîte, à la maison, en mode 31, très intime. Ça existe aussi et c'est parfaitement acceptable. Et puis, on va se régaler parce que j'ai été gâté avec un plateau de premier choix aujourd'hui. Bonjour à vous quatre, Laurence Saillet, Jean-Claude Beaujour, Yves Damécourt et Quentin Gérard. C'est tous les jours le haut niveau, mais aujourd'hui spécialement. Alors, de quoi sommes-nous menacés? Je parle du sommaire de cette émission, pas de la prochaine nuit. Non, mais quelles seront les promesses politiques du réveillon? On en débat dans un instant, parce que ce soir, eh bien, il y aura l'allocution du président de la République. Et on va examiner les promesses de l'année dernière, déjà, pour savoir si elles ont été tenues. Juste après, on s'intéressera en détail au Mercosur. Ce sera le premier dossier chaud de 2026. Que contient exactement cet accord? Peut-il encore évoluer? J'ai entendu des experts m'expliquer ces derniers jours que ça n'était pas si grave, que les pourcentages d'importation sur les produits agricoles étaient très faibles, qu'il y avait plein de petites clauses destinées à nous rassurer. On va examiner tout ça, cela en détail. Et surtout, vous qui êtes dans le sud de la France, vous qui êtes agriculteurs, vous qui êtes proches d'agriculteurs, vous nous appelez au 0826 300 300, vous nous donnez votre avis. 10h45, ce sera l'heure de nos coups de cœur de l'année avec nos quatre invités, nos quatre débatteurs. 11h, spécial Trump. Le président américain a-t-il déjà bouleversé les cartes de l'ordre mondial? On en débattra évidemment. 11h30, on s'intéressera à votre réveillon, à vous, à votre sécurité. Faut-il annuler les feux d'artifice pour préserver notre tranquillité? On l'a fait pour le 14 juillet déjà. Faut-il revoir nos traditions pour faire baisser la facture de la casse tristement habituelle du 31 au soir? À midi, deux actus, deux invités, la sécurité routière essentielle pour ce soir, et puis la catastrophe de la filière de l'étang de Thau, puisque les moules, les huîtres sont impropres à la consommation. Midi et demi, c'est l'Instant Magazine avec un invité de choix, Arnaud Levaux, qui nous parlera de la Chine. La Chine a-t-elle gagné la bataille commerciale mondiale et à quoi faut-il s'attendre après l'arrivée de Chine en France? Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Très belle, très heureuse année 2025 à vous et à vos proches. Vive la République, vive la France. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours du bien d'entendre la Marseillaise. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment, vous aussi, mais moi, quand le 31 approche, je me dis toujours, peut-être qu'on va appuyer sur un bouton reset, et que, hop, l'année va s'effacer, l'année 25, et puis que demain on va se réveiller avec d'autres perspectives. Et là va apparaître une nouvelle année, toute belle, toute fraîche, avec son lot de promesses. C'est ce message, en tous les cas, que j'ai envie de porter, en pensant surtout encore une fois aux agriculteurs, même si la vache ou la betterave ne savent pas qu'on est le 31, ça c'est à peu près sûr. Bon, en tous les cas, ce soir, il y a les vœux. Laurence Saillet, vous allez les écouter, les vœux du président de la République? Absolument, comme chaque année. Oui, c'est vrai. Parce que pour moi, c'est un moment important, même si effectivement ça devient de plus en plus difficile. Je repensais ce matin à l'époque où j'étais porte-parole des Républicains. C'est pas pour raconter ma vie, mais juste pour vous dire que c'était une période où on attendait des vœux avec beaucoup d'enthousiasme. Je me rappelle, on était en train de faire des duplex de partout. Avec beaucoup d'espoir. Tous les responsables politiques de l'opposition, j'étais dans l'opposition, on était là aux aguets à faire dehors nos duplex pour commenter les vœux, parce qu'il y avait une tension très forte. Et là, maintenant, aujourd'hui, on est dans des flops. Oui. C'est-à-dire à la fois l'année dernière ou même l'année d'avant, il y a comme une forme de désintérêt et les gens n'ont même plus envie de commenter. Il n'y a plus de dynamique politique. Et c'est ça qui est inquiétant en fait. C'est quand même les oppositions ne sont plus aux aguets pour taper sur les vœux, ça veut dire qu'il y a une perte d'influence et une perte de pouvoir quelque part au niveau du président de la République. Oui, c'est vrai qu'on se pose cette question. Que peut bien annoncer le président de la République pour 2026 compte tenu du blocage dans lequel est notre pays? C'est sa dernière année pleine
à l'Élysée, puisque après, les prochains vœux, ceux de fin 26 pour l'année 27, il lui faudra faire allusion à la présidentielle. En même temps, 16 mois, en politique, c'est long. On peut en faire des choses. Alors, on va aussi écouter ce qu'il a promis l'année dernière. Mais on fait d'abord un rapide tour de table. Jean-Claude Beaujour, avocat, vous aussi, vous allez écouter, j'imagine, le président de la République. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bien sûr que on va écouter avec beaucoup d'intérêt les vœux, et je ne me fais pas d'illusions. Pourquoi ? Parce que, ça fait des décennies qu'on entend des vœux en espérant que le président de la République fasse des choses extraordinaires, et on se rend compte qu'il n'y a pas de choses extraordinaires. Oui. Et en réalité, les vœux du président, j'entends bien ce que disait Laurent Saillet, qui indiquait, finalement, c'est un peu tiédasse comme vœu, parce que je crois que c'est la société française, ils traduisent une société française qui va mal, ils traduisent une société française qui aussi n'a plus d'espoir, ou a le sentiment qu'elle n'a plus d'espoir. Oui, mais le président, il est là pour ça aussi. Il est là pour donner cet espoir. Vous savez que malheureusement, les hommes politiques sont un peu dans l'air du temps. Vous savez, moi je pense que l'homme politique aujourd'hui n'est pas l'homme providentiel. Vous disiez à l'instant, vous avez parlé de votre invité qui viendra indiquer si la Chine a gagné la bataille du commerce mondial. Eh bien, je vois dans les pays en développement, non, dans les pays désormais le Sud global, ou dans les pays les grands émergents, vous voyez, erreur, en développement. Non, ils sont plus en développement. Eh bien, il y a un formidable espoir dans ces pays-là. La jeunesse croit, les gens croient, ils se battent. Nous, qu'on a beaucoup moins dans des pays peut-être occidentaux. Parce qu'on a le sentiment qu'on a été gâtés. On a été gâtés, et que maintenant il faut repartir au charbon. Et on a du mal à repartir au charbon. Ça suffit pas. Le chef de l'État, il est là aussi pour donner le cap. Je suis complètement d'accord avec vous. Il est là pour nous donner. Mais moi, je prends acte, et c'est le chef de l'État qui a été choisi par les Français. Oui. Alors, Yves Damécourt est également avec nous, ancien élu local, porte-voix de Nouvelle Énergie. Vous êtes viticulteur, et on en parlera tout à l'heure. Ça tombe très très bien avec le débat autour du Mercosur. Vous aussi, vous allez l'écouter, mais j'ai envie de dire, vous allez l'écouter avec quel a priori, c'est-à-dire vous attendez quand même qu'il nous dise quelque chose, qu'il nous fixe un cap, qu'il nous dise voilà, il y a au moins ça qu'on peut faire. J'ai bien entendu que le pays était bloqué, qu'il y avait des choses qui étaient compliquées. Bon, c'est un peu de sa faute quand même, hein, avec cette fameuse dissolution. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Alors d'abord, j'écoute rarement les vœux du président de la République. Et en fait, pour la bonne et simple raison que le 31, je suis au milieu des bois dans une maison en zone blanche, donc pas de téléphone, pas de télévision, pas de radio. Mais ce que j'attendrai du président, c'est qu'il annonce qu'au mois de juin, il démissionne, et qu'il donne 6 mois à tout le monde pour faire une véritable campagne, et qu'au mois de juin, on fait le reset, c'est-à-dire que le président se retire, puisqu'en fait il a. Ouais, enfin il y a le respect des institutions. Il peut très bien aller jusqu'au bout de son mandat. Ah mais il peut, mais en fait c'est son choix. Mais voilà, si moi je suis un gaulliste, et donc le président, quand il est désavoué, quand il a plus la majorité, il se retire et il dit maintenant. La parole au peuple pour choisir un nouveau président. Dans la Ve République, on sait que c'est l'élection présidentielle qui engage toutes les autres élections derrière, et que donc aujourd'hui on est dans la merde, si je puis me permettre. D'ailleurs, il peut rien promettre, puisqu'en fait il n'a plus de pouvoir. Il a le pouvoir de la parole, qu'il exerce bien d'ailleurs depuis qu'il est président de la République. Il parle très bien. Le problème, c'est qu'il parle, et que quand il a fini de parler, on ne sait plus ce qu'il a dit, ce qu'il a promis l'année dernière, parce que j'ai relu. Pour préparer cette émission, ses engagements de l'année dernière. On va les écouter, si vous me permettez. Pardon de vous interrompre, mais justement, on va les écouter. On va écouter le premier extrait. Il avait notamment évoqué, vous vous en souvenez, le référendum. Nous aurons des choix à faire pour notre économie, notre démocratie, notre sécurité, nos enfants. Et c'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider. Et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Car chacun d'entre vous aura un rôle à jouer. Ben oui, mais finalement, on n'a pas eu de rôle à jouer. Il nous a pas donné la main. Il n'y a pas eu de référendum. Est-ce qu'il peut encore le faire, Quentin Gérard, journaliste au JDD? Est-ce qu'il peut encore le faire, ou est-ce que le calendrier est beaucoup trop complexe maintenant? C'est vrai qu'il y a peu de chance. Moi aussi, je pense que je suis assez résigné. J'attends pas grand-chose. Comme la plupart des Français, en fait, j'ai vu un chiffre ce matin. Seulement 37% des Français comptent regarder ces vœux. L'année dernière, les audiences étaient déjà en baisse. Ce sera encore le cas cette année, parce que la parole d'Emmanuel Macron ne porte plus. Les Français n'attendent plus rien. Et effectivement, il faudrait déjà commencer par mettre en œuvre les promesses de l'année dernière, de l'année précédente. On vient d'entendre le référendum.
c'était pas la première fois qu'Emmanuel Macron nous promettait un référendum. Il n'en a rien été. Toutes ces autres promesses n'ont pas été tenues non plus. L'année dernière, il y avait une autre grande promesse, c'était de tenir l'économie, de faire baisser le chômage, de créer de l'innovation. C'est tout le contraire qui a été fait. Chômage en hausse, dette en hausse, un budget de la sécurité sociale qui vient d'être voté avec un déficit porté à 24 milliards, une suspension de la réforme des retraites. C'est assez catastrophique, mais il n'y a plus de cap, il n'y a plus de chef en fait. Et là, on vient d'assister à l'année la plus catastrophique en fait d'Emmanuel Macron, et rien de beau sous le soleil n'apparaîtra l'année prochaine non plus. Laurence Saillet, ancienne députée européenne LR, pourquoi il n'y est pas allé finalement sur ce référendum? Emmanuel Macron, il a lancé cette idée comme ça en l'air, en se disant. Pour une raison simple, c'est que, et moi je vais être moins quand même dur et pessimiste par rapport au président de la République, parce que l'exercice du pouvoir c'est difficile. C'est toujours facile de critiquer, mais une fois qu'on est aux manettes, je sais que là tout le monde me regarde avec des regards noirs, mais c'est pas grave. Une fois qu'on est aux manettes, les choses, parce qu'il y a aussi des choses qui vous échappent. On peut être critique, voilà, et avoir aussi envie d'une certaine stabilité et se dire que moi je pense président doit aller jusqu'au bout. Exactement, parce que sinon ça va fragiliser tous les présidents à venir, parce que justement la 5e République est constituée pour que le président de la République n'a pas besoin d'une majorité au Parlement pour rester président de la République. Sinon, on n'est plus dans la 5e République. Mais après, chacun peut vouloir sa démission. Mais moi, je pense qu'il faut réfléchir plus large et plus loin. Et si chaque président à venir, quand il a des mauvais sondages ou qui perd une majorité à l'Assemblée, devait démissionner, là, il faut revoir en fait toutes nos institutions. Mais pour revenir sur cette question, pourquoi il n'a pas fait de référendum? Parce que le piège d'un référendum, c'est qu'on ne répond pas souvent à la question, mais simplement on exprime aussi un mécontentement ou un rejet. Et compte tenu de son affaiblissement très important dans l'opinion, effectivement, quelle que soit la question, peut-être que la réponse aurait été non pour désavouer le président de la République et on n'aurait pas vraiment répondu à la question. Et il le sait que ce risque est là. Imaginez qu'ils mettent en place un référendum. Déjà, il y a beaucoup de demandes de démission. Voilà, ça aurait été un référendum contre lui. Et là, effectivement, ça l'aurait peut-être précipité, si vous voulez, dans la démission. C'est ça toute l'ambiguïté, c'est qu'il le savait l'an dernier, au moment où il fait cette proposition de référendum. En tout cas, il laisse entendre qu'il pourrait recourir au référendum. Il sait que les sondages ne lui sont pas favorables. Il a l'expérience, tout comme nous, des précédents référendums. On sait ce que ça donne, donc c'est très compliqué. Annoncer quelque chose qu'on ne fait pas, c'est toujours très embêtant parce que le peuple se dit, vous voyez, on nous dit des choses et on ne les fait pas. Alors il a annoncé d'autres choses il y a exactement un an et figurez-vous qu'il y en a certaines, qu'il a, il a tenu certaines promesses. On en parle tout de suite après ça. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Lidl, ça vaut le coup. Le saumon rouge à 4,79 €, ça vaut carrément le coup. Bonne nouvelle, le saumon rouge MSC du Pacifique, fumé au bois de hêtre, est à moins 20% avec Lidl+. 4,79 € au lieu de 5,99 €. Lidl vous souhaite de bonnes fêtes. 150 grammes, 31,93 € le kilo avec Lidl+, 39,93 € le kilo 100. Transformé en Pologne, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio, à Lannion, en DAB+. Sud Radio. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous proposer du frais à moindre frais pour le réveillon. Jusqu'au 31 décembre, l'ananas est à seulement 1,29 €. Et grâce à votre carte Waouh, gagnotez en plus 10% le jour de votre choix sur tous les produits frais des Halles. 1,29 € l'ananas? C'est pas le fruit du hasard si j'économise. Auchan, le choix, le bon. Offre valable en magasin et drive, origine Costa Rica, Équateur, Panama, variété extra sweet catégorie 1, calibre A8, jour Waouh non valable le week-end, conditions en magasin et sur Auchan.fr. Sud Radio, c'est encore plus simple à écouter avec le DAB+. Le DAB+, c'est l'équivalent de la TNT pour la radio. Une meilleure qualité sonore et Sud Radio accessible encore plus facilement dans votre voiture. Avec un récepteur compatible, programmez Sud Radio dans vos favoris et laissez-vous guider. Plus besoin de changer de fréquence, Sud Radio vous suit sur la route partout en France. Sud Radio, parlons vrai partout avec le DAB+. Il y a Réveillon et Réveillon Picard. Pour les résolutions, on verra après. Mais pour le réveillon, une petite douceur au chocolat ou aux fruits à la fin du repas, franchement, on a bien le droit. Et ça tombe bien, parce que chez Picard, on a des mignardises pour tous les goûts à des prix très très doux. Pour le nouvel an, découvrez notre collection de mignardises à petit prix, comme notre boîte de 9 cannelés cuisinés en Nouvelle-Aquitaine à seulement 4,40 €. Jamais pareil, toujours Picard. 270 grammes, soit 16,29 € le kilo. Pour votre santé, évitez de grignoter.
si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos macarons ont tout de très bons macarons. Super pour terminer le repas sur un « Oh là là, ce macaron pur gourmandise, grosse bouchée, s'il y a du rap, je passe en premier ». Oui, chez Aldi, vous avez tout pour passer les bonnes fêtes, mais à prix discount. 3,99€ les 12 macarons assortis gourmet Finest Cuisine. Aldi, de bonnes fêtes à prix discount. En ce moment chez Aldi, boîte de 144 grammes, 27,71€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Les grands débats avec autour de la table Laurence Saillet, ancienne députée LR européenne et ancienne porte-parole, Yves Damécourt, viticulteur, ancien élu local, porte-voix de Nouvelle Énergie, Jean-Claude Beaujour, avocat. On parlera tout à l'heure des États-Unis. Jean-Claude Beaujour, vous voyagez beaucoup entre les États-Unis et la France et on parlera de Donald Trump, ça tombe très très bien. Quentin Gérard, journaliste au JDD, tout à l'heure vous nous donnerez vos coups de cœur, coups de gueule à 10h45. Pour le moment, on poursuit la discussion autour des vœux du président de la République et évidemment on se pose la question de savoir ce qu'il pourrait bien annoncer ce soir, ce qu'il peut nous promettre. Alors on va réécouter un petit extrait de l'année dernière où il nous parlait de la nécessité de plus de cohésion au sein de l'Union européenne. Il nous faut le réveil européen, réveil scientifique, intellectuel, technologique, industriel, réveil agricole, énergétique et écologique. Il faut pour cela aller plus vite. Prendre nos décisions plus rapidement, plus fortement en européen, simplifier nos règles pour nos compatriotes comme nos entreprises et investir davantage. Eh oui, mais là, est-ce qu'il a tenu parole sur ce sujet, Yves Damécourt ? La voix de la France est complètement démonétisée au Parlement européen, hein, et Emmanuel Macron est un peu la risée des autres chefs d'État, parce qu'en fait la France peut donner des leçons à personne, avec une dette qui augmente, avec une partie de sa dette qui a été rachetée par la Banque Centrale Européenne. Et donc elle est entre les mains du machin, quoi. Et donc ça augure rien de bon pour la suite. Et les gesticulations dont on parlera tout à l'heure autour du Mercosur du président français sont à l'image de cette France que plus personne n'écoute. Et donc aujourd'hui, les pays qui sont en train de reprendre de la vitalité en Europe, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est le Portugal, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour que ils se sont engagés et ils ont tenu parole, ce que la France ne fait plus depuis 15 ans. Elle s'engage chaque année et elle ne tient jamais parole, ni auprès des habitants, ni auprès des dirigeants européens. Alors il y a un problème supplémentaire, c'est qu'en fait, faire cette promesse ne peut pas être tenue pour une raison simple, c'est que ça ne dépend pas de lui. Le gros problème du système européen, et pour avoir été à l'intérieur, c'est que les parlementaires, je ne veux pas dire des choses négatives sur les parlementaires français européens, mais ne prennent pas du tout le mandat de député européen avec le même engagement que les autres pays. Moi, je vois par exemple, oui, c'est grave, mais c'est parce que dans notre et ceux qui en attendent. Mais c'est dans notre culture, mais je vous dis la vérité telle que je l'ai vécue, dans notre culture, le Parlement européen, c'est moins important que le Parlement français. Les Allemands, eux, c'est tout le contraire. En commission, par exemple, moi j'étais en commission Econ, les Allemands toujours là, toujours à fond, ils se battent comme des malades. En Allemagne, le mandat de député européen, c'est le Graal. D'ailleurs, vous pouvez plus retourner en mandat national après. C'est un engagement très fort. Les gens restent longtemps. C'est-à-dire les députés, c'est pas des listes qui se défont au petit bonheur. On aime bien celui-là, on va le mettre deuxième. Là, on a mis par exemple, il y avait la crise agricole, on met numéro 2, une agricultrice. Au petit, enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai rien de contre cette personne en particulier. Mais on a besoin de valoriser le mandat européen. Exactement, en France. parce que le travail n'est pas le même. En commission notamment, les arbitrages sont gagnés notamment par les Allemands, les Espagnols, les Italiens, parce qu'ils sont très très engagés et beaucoup plus investis, mais c'est pas la faute des députés européens. C'est parce que, regardez, je vous le dis, les médias français ne parlent jamais du travail au Parlement européen. Ouais. C'est jamais un sujet. Jean-Claude Beaujour, il avait raison quand même, le président de la République, il y a un an, de dire ça. Et oui, on a besoin de plus de poids, l'Europe, et on le voit à travers tous les éléments qu'on a vécus cette année. Je pense qu'au cours des 20 dernières années, on a pris conscience plus que jamais que la politique internationale, j'inclus là pour le coup tout ce qui se fait au plan européen, pas seulement européen, mais aussi au-delà,
a un impact direct sur nos politiques nationales. Pendant très longtemps, l'international est resté le truc de diplomates, de généraux et de gens qui allaient dans les cocktails et on regardait ça un peu de loin. Aujourd'hui, c'est une réalité. Lorsqu'il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie, quoi que l'on en pense, ça a un impact directement sur notre énergie, sur notre indépendance, sur ce qui se passe en Afrique, sur l'immigration, etc. Donc ça, c'est une réalité. Et cette réalité-là, parce qu'on ne l'a pas suffisamment prise en considération, eh bien, on voit qu'on est désarmé. Il faut des personnalités, hommes politiques ou membres du secteur privé, qui soient suffisamment armés, expérimentés pour défendre nos positions en Europe et au-delà de l'Europe. Alors on est avec Philippe Baptiste, qui nous appelle. Vous le savez, sur Sud Radio, les auditeurs ont la parole. Baptiste, j'imagine que vous voulez intervenir sur les vœux d'Emmanuel Macron, que vous allez écouter avec beaucoup d'attention, j'imagine. Absolument pas. Vous l'imaginez très très mal. Je vais absolument pas les écouter avec attention. Ouais, vous avez bien compris. Je n'attends rien. Je sais que même en n'attendant rien, je serai quand même déçu. Voilà. Et j'ai envie de dire, il est temps que ça se termine. Le crépuscule des quinquennats Macron est très 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 pénible pour lui et pour nous. Ouais, c'est très difficile parce qu'on a envie d'être positif, on a envie de donner de l'espoir aux gens, on a envie de se dire qu'il y a probablement des choses à faire. Enfin, je veux dire, moi, je peux pas croire qu'avec les institutions, la puissance que nous sommes et que représente la France encore dans le monde, je sais que en permanence, on dit bah oui, on a moins de puissance. Bah oui, on en parlait hier également dans le choix d'Air France d'aller choisir Starlink plutôt que Telstat. Bah ils ont fait le choix de la raison. C'est normal. Ils sont allés chercher un industriel qui fonctionne très très bien. Donc on a envie de donner de l'espoir. Et moi, je me disais, pourvu qu'il annonce une mesure qui pourrait peut-être tenir. Enfin, c'est mon espoir. Est-ce que c'est votre espoir, Baptiste ? Non mais attendez, à vous entendre, on a l'impression que le pouvoir d'Emmanuel Macron vient de commencer à se mettre en place. Ça fait 11 ans qu'il est là. S'il y avait dû y avoir une mesure concrète, on serait prévenu. Merci Baptiste. Bon, écoutez, vous allez passer le réveillon quand même avec de la bonne humeur. Bien sûr, mais dès qu'on arrête d'écouter Emmanuel Macron, la bonne humeur revient tout de suite. Bon, écoutez, au moins vous avez de l'humour. Merci beaucoup. Passez une très belle soirée, un bon 31. Quentin Gérard, est-ce qu'on peut, journaliste au JDD, est-ce qu'on peut quand même avoir un peu d'espoir pour ce soir ? Non, c'est compliqué. Et puis d'ailleurs, comme l'auditeur, la plupart des Français sont résignés. Je crois que 40% sont optimistes pour l'année prochaine. C'est assez dramatique, mais ça correspond à la réalité du pays. Et les choses, je pense que tout le monde a conscientisé que les choses pourront changer quand Emmanuel Macron ne sera plus là, qu'il démissionne ou pas. A priori, ça ne sera pas le cas. Il va rester jusqu'à la fin. Donc, à partir de 2027, on pourra peut-être penser à changer vraiment le cap et à prendre des décisions. Il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Sa voix ne porte pas en France, ne porte pas en Europe, et la voix de l'Europe ne porte pas dans le monde non plus. Donc c'est assez compliqué. Alors justement, vous parliez de politique intérieure. Il y a fait allusion l'année dernière. On écoute. Je souhaite que l'année qui s'ouvre soit celle du ressaisissement collectif. Qu'elle permette la stabilité, les bons compromis pour prendre les bonnes décisions au service des Français. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. L'année 2025 doit être une année d'action, une année utile pour vous et pour vous permettre de vivre mieux. En réalité, ça fait presque mal d'écouter ça, hein, Yves D'Amécourt. Ah oui, non, mais là, moi, quand j'ai reçu les thèmes d'aujourd'hui, j'ai réécouté le président, c'est terrible en fait. Hein. C'est un théâtre d'ombre, c'est affreux, quoi. C'est-à-dire qu'il est complètement déconnecté des réalités, il est déconnecté de tous les points de vue. Et tout le monde le sait, et il n'y a que lui qui le sait pas. C'est l'histoire du roi est nu, quoi. Il donne, on a l'impression en l'écoutant qu'il a encore le pouvoir de faire quelque chose. En fait, il est complètement, il est discrédité, quoi. Alors juste un point quand même, parce que l'année dernière, il avait également parlé du budget de la défense. Et là, pour le coup, c'est promesse tenue. Le budget de la défense va être en augmentation. À condition qu'il soit voté. Oui, à condition qu'il soit voté. On trouvera toujours des solutions. La loi de programmation militaire a quand même été votée à l'unanimité, enfin pas l'unanimité, mais à grande majorité, pardon, parce que Sébastien Lecornu avait réussi à mettre ça en
en place. Je pense quand même, alors moi je vais essayer quand même de dire des choses positives, parce que je pense que ça sert à rien d'accabler tous les présidents en fin de quinquennat. On pouvait dire la même chose, excusez-moi, Hollande, ça m'a pas fait rêver, ces 2 derniers vœux. Donc là, je trouve que Et on se souvient pareil, de la fin de Mitterrand, la fin de Chirac, dans tous les cas de figure, à chaque fois, c'était pas des moments très heureux. Exactement, c'est toujours difficile, et je pense que de trop affaiblir notre président de la République, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, ça affaiblit la France. Parce que ça aussi, quand on parle de sa position à l'international, quand vous avez des gens qui demandent sa démission, c'est un affaiblissement de la France. Parce qu'un président qui annoncerait sa démission, soit on serait dans le cadre normal avec une campagne très courte, c'est-à-dire 6 ou 8 semaines, et auquel cas, on n'aurait pas le temps. On se priverait d'un grand débat aussi. On se priverait d'un grand débat. Soit il ferait ce que, comme vous proposez, cher Yves, si vous voulez 6 mois de campagne. Bon là déjà j'imagine pas que le président dise je laisse 6 mois, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas la règle, mais ça voudrait dire que là, il perdrait totalement son pouvoir à l'international. On a des conflits internationaux qui sont très importants. Je pense que c'est un affaiblissement. Donc parfois, il faut prendre sur soi et réussir quand même à ne pas trop taper sur le patron. Pourquoi ? Quand je dis patron, c'est une image bien sûr. On affaiblit la France dans son entité et les institutions. Donc j'appelle à la raison sur ce sujet, sur la loi de programmation militaire, sur les engagements militaires. Emmanuel Macron a quand même fait beaucoup. Et dans le domaine de la réserve, enfin il y a plein de domaines dans lesquels il a fait de bonnes choses. Maintenant, ce bashing permanent, si vous voulez, même dessert même la cause qu'on pense défendre. Et je pense qu'il faut réussir à se tenir, à se contenir un petit peu. Alors il y a un terrain sur lequel peut-être il peut encore agir, c'est sur le terrain européen. J'en suis sûr, les agriculteurs aimeraient beaucoup qu'il puisse encore faire modifier le Mercosur, qui va être le premier dossier chaud de l'année 2026. On en parle tout de suite. Toute la famille Sud Radio vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Bonjour, c'est Maxime Yedo et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année sur Sud Radio, bien sûr. Bonne fête à l'écoute de Sud Radio. Carrefour. Quand vous me dites « Oh non, j'ai fait une tache sur la chemise que je voulais mettre pour le réveillon », pas de panique. Pour les fêtes, pour l'achat d'un pack de lessive Skip 3 en 1, 38 capsules à 13,35 €, cagnotez 9,35 € sur votre carte Club Carrefour. Oui, 70% de remise fidélité. Et c'est jusqu'à dimanche, chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive, et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Soit 16,67 € le kilo, des 15 € d'achat sur tout le magasin, détail sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Sud Radio Bordeaux 106 et en DAB+. Sud Radio. Intersport. En ce moment, c'est les journées privilèges chez Intersport. Ah bah ok, super. Les journées privilèges, c'est jusqu'au 6 janvier avec la paire de Nike Court Vision Low à 44,99 € au lieu de 79,99 €, soit 43% de réduction. Intersport, engagé sport. Réservé aux membres de notre programme de fidélité. Conditions et magasins participants sur intersport.fr. Premier étage. 3e étage. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. On descend où ? Au 13e. 5e étage. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme 5%. C'est le taux d'intérêt de votre livret plus pendant les 3 premiers mois de son ouverture. Et c'est seulement chez Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. Ouverture avant le 29 janvier jusqu'à 100 000 € de versement limité à un livret plus par personne. Taux annuel brut contractuel de 1,60% et fiscalité en vigueur susceptible d'évolution. Autres conditions sur fortunéo.fr. Retrouve-toi avec tes amis grâce à l'abonnement Basic Fit Ultimate. Rejoins le club où tu te retrouves dès aujourd'hui et profite de 5 semaines offertes. Promotion valable du 29 décembre 2025 au 5 février 2026 inclus. Voir conditions sur basicfit.fr. À toi, qui te mettais de la pâte à tartiner sur les dents pour faire rire les copains, quitte à faire fuir la fille que t'aimais depuis le CM1. En y repensant, pas sûr que c'était la meilleure idée. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré. En ce moment, Intermarché offre 34% en avantage carte sur le pot de 1 kg de Nutella, soit 4,37 € avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 11 janvier, soit 6,63 € kg prix payé en caisse. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Vous êtes nombreux à nous appeler et pour cause, on ouvre le dossier Mercosur. On est avec Paul qui est avec nous déjà. On va essayer d'y voir plus clair avec nos experts autour de la table. Cela fait plusieurs jours que j'entends certains spécialistes dire mais c'est pas si grave, les pourcentages d'importation agricole sont très faibles. On entend cette petite musique monter et c'est vrai que les volumes sont tellement faibles que finalement on aurait plus à y gagner qu'à y perdre. Bah, oui, le problème c'est que ça dépend des filières. Ça dépend des filières et on va être précis qui va y gagner.
gagner, qui va y perdre? Si je pose la question à Yves Damécourt, vous qui êtes viticulteur, j'imagine que pour vous, c'est l'opportunité, l'occasion de pouvoir vendre. C'est la réalité. Oui, c'est vrai que pour la filière vin et spiritueux, à la fois pour les vins et pour les alcools, l'Amérique du Sud est un des seuls marchés mondiaux qui est en progression. Et donc, avoir accès à ce marché-là pour les vins et spiritueux, c'est une bonne chose. Mais je suis aussi frère d'éleveur. Oui. Et pour ce qui est de la viande bovine, la concurrence des pays du Sud qui utilisent des méthodes qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France et en Europe, elle est désastreuse. Donc il faut que l'Europe prenne ses responsabilités. Quand elle autorise d'importer quelque chose, il faut qu'elle autorise les méthodes de production en Europe. Sinon, il y a une distorsion de concurrence, alors que la devise de l'Europe, c'est une concurrence libre et non faussée. Jean-Claude Augeon. Le vrai sujet qui nous est posé, c'est que dans un accord commercial, et c'est toute la difficulté dans celui-là, vous avez évidemment des secteurs qui sont favorisés, et vous avez des secteurs qui sont défavorisés. Et donc, par rapport au macro, certains pourraient dire, et je crois que c'est ça le problème en tout cas le propos de vos experts des plateaux précédents, de dire en termes de chiffres, ça peut être marginal en tout état de cause compte tenu. Moi, ce qu'il faut garder, et nous parlions du contact que les hommes politiques, les responsables politiques peuvent avoir avec le peuple. Moi, ce que je garde de mes séjours vraiment en région, je connais bien le monde vitivinicole, c'est que derrière une industrie, il y a des hommes et des femmes. Il y a des gens qui empruntent pour pouvoir faire fonctionner leur élevage, pouvoir faire fonctionner leur business. Il y a des gens qui se réveillent tous les matins. Il y a des gens qui sont seuls face à la banque qui vous dit qu'on vous accorde ou on ne vous accorde pas de prêt. Ils sont seuls à ce moment-là. Et vous ne pouvez pas avec répondre. Des revenus très faibles. Il faut le rappeler. Avec des revenus extrêmement faibles. Monsieur Cardos, vous ne pourrez pas répondre aux banquiers. Vous comprenez, au nom de l'Europe, on va gagner. Accepter que je sois franchement à découvert ou que je ne puisse pas payer mes dettes, on va gagner. Et ça, il faut le prendre en considération. Et juste un mot, c'est tout le problème de la transformation de nos économies. C'est tout le problème de comment est-ce qu'on accompagne ceux qui, ici ou là, risquent d'être marginalement ou en tout état de cause un peu laissés sur le bas-côté. Et qui risquent de payer la facture. Vous avez tout à fait raison, Jean-Claude, c'est exactement ça. Alors Paul nous appelle de Damazan, dans le sud-ouest. Paul, vous êtes dans quelle filière ? Moi, je produis des fraises, on fait des canards gras aussi, on fait du gavage de canard. Donc moi, le Mercosur, le problème, c'est que ça va venir dans un moment où l'agriculture française est extrêmement fragilisée. Oui. Les chiffres de la balance commerciale le démontrent. On importe beaucoup plus qu'on exporte. Aujourd'hui, on produit plus grand-chose. Alors moi, je me dis qu'une bouteille de vin, Monsieur Damécourt doit le connaître quand même, un vin de qualité, c'est pas parce qu'il y aura €1 ou $1 de moins que ça, ils vont en vendre plus. Ça va faciliter, ça va fluidifier les échanges commerciaux. Mais enfin, à un moment donné, nos emplois vont disparaître dans les filières agricoles, on le voit. Moi, j'ai 10 salariés quand on est en pleine production de fraises. On a des transporteurs, on livre dans une coopérative où il y a des chiambales et autres. Dans le Lot-et-Garonne, l'agriculture, c'est énorme. Ça représente énormément d'emplois, directs et indirects. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le Mercosur, pour moi, c'est pas vital du tout. On importe beaucoup plus on importe trop aujourd'hui. Il faut se recentrer sur ce qu'on consomme en France et nous donner vraiment les moyens de lutter à armes égales avec nos voisins. Oui, parce que le problème qu'on a, l'Espagne, l'Italie, les pays du Nord, parce que la Hollande, la Belgique, ils ont d'autres molécules que nous, on ne lutte pas à armes égales. Et on a des contraintes, des salaires plus élevés, des normes qui sont... c'est énorme. On a un satellite qui prend des photos de nos parcelles tous les 3 jours. Oui. Faut voir où on en est. C'est Laurence Saillet. Oui, c'est un enfer en fait, bureaucratique et de normes. Et le problème, c'est que non seulement l'Europe s'est auto-flagellée en s'imposant des normes, en voulant être des modèles d'écologie, modèles d'environnement, mais la France a surtransposé pour s'imposer des normes encore supplémentaires. Donc non seulement l'Europe n'est plus compétitive, mais la France est encore moins compétitive au sein de l'Europe. Et on rappelle, Laurence, que les produits qui seront importés ne répondent pas exactement aux mêmes normes que celles que l'on impose à nos propres agriculteurs. Ce sera impossible parce qu'on s'est imposé des normes parfaitement dingues. Je vais vous donner un exemple. Au Parlement européen, parfois, j'étais obligée de voter pour durcir des normes européennes, alors que c'est totalement contre ma psychologie, pour que la France redevienne compétitive au sein de l'Europe. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que comme on s'était soi-même, en France, imposé des normes hyper dures,
Oui, je comprends. J'étais obligée. C'est un monde de fous et on est dans une course. Pourquoi ? Parce que l'Europe est une grosse machine qui est totalement enquistée de gens qui ne sont déconnectés des réalités. Non, mais surtout, on n'a pas les mêmes intérêts, pardon. Mais enfin, je veux dire, je comprends que les Allemands aient envie du Mercosur parce qu'ils vont pouvoir vendre leurs voitures et que l'industrie automobile est en très très mauvais état. Tous les traités de libre-échange, c'est un problème. Nous, on a envie de défendre nos agriculteurs. Il y avait plein de traités de libre-échange. Moi, je ne sais pas si c'est le cas pour tout. Moi, c'est un sujet qui me rend fou. Moi aussi. Je vous le dis tout de suite, c'est un sujet qui me rend complètement dingue. Mais parfois, vous voyez, sur des traités de libre... Je ne peux pas comprendre qu'on fasse du mal à ceux qui travaillent notre terre, nous donnent à manger tous les jours. On va être avec Pierre qui nous appelle de Perpignan dans un instant. Moi, j'ai envie de poser une question très très simple. Vous qui avez été députée européenne, et vous connaissez de l'intérieur ça. Est-ce qu'on peut encore faire des modifications à l'intérieur du Mercosur ? Est-ce qu'on peut, par exemple, préserver notre filière agricole ? Je pense que ce ne sera pas possible à ce stade. Mais ça, c'est pas possible. Mais oui, parce que vous vous rendez compte, ça fait des années qu'on négocie ça, et chaque accord de libre-échange, moi quand j'étais députée, je me suis abstenue parfois, je déteste m'abstenir, parce que d'un côté j'avais par exemple les producteurs d'agneaux qui me disaient je vous en supplie, sauvez-nous, et après j'avais les producteurs de bœuf qui me disaient non, votez contre, sauvez-nous. Et vous êtes dans un truc, c'est tout le problème d'un accord de libre-échange, c'est qu'il y a un déséquilibre. Mais non, mais le problème de l'agriculture, c'est pas seulement le Mercosur, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une crise agricole, on met des petits pansements. Chaque année, il y a une crise agricole, vous remarquerez. On met des petits, il existe actuellement, il est en application. On parle d'une nouvelle, en fait, d'un élargissement de certaines dispositions. Le problème est bien plus profond pour les agriculteurs. Il faut revoir un certain nombre de modèles agricoles. On nous a fait croire que le bio, ça allait être génial, donc il y en a plein qui ont investi dans le bio. Vous seriez plutôt dans des mesures de fond et de réparation. C'est-à-dire en France, vraiment façon. Prendre le train avec les agriculteurs, toutes filières confondues, de poser les choses et pas seulement faire des coups de com' comme l'avait fait Gabriel Attal sur sa botte de foin. Non, mais c'est insupportable. Il faut faire un travail de fond avec les agriculteurs. On va appeler Pierre et puis on a beaucoup de choses à se dire parce que tout le monde veut intervenir. Beaucoup d'appels au standard, évidemment. Vous continuez de nous appeler 0826 300 300. On est avec Pierre qui nous appelle de Perpignan. Vous êtes dans quelle filière ? Je suis viticulteur. Je crois que vous avez un ancien député là qui est aussi viticulteur. Absolument. À côté de vous. Là. Alors vous parlez des produits qui sont minimes qui rentrent d'Espagne. Moi je suis en train de t'interdire en France depuis 40 ans. Absolument. Quand nous avons bloqué l'autoroute l'année dernière avec la coordination rurale, nous avons chopé des camions avec du vin blanc qui venait soi-disant d'Espagne, acheté à 30 centimes le litre. À mon avis c'est faux parce que l'agriculteur espagnol à 30 centimes le litre il ne se sert pas. Je pense que ces vins viennent de la région de Meknès, du Maroc, que je connais très bien. Vous voulez dire qu'en plus, il y a peut-être... les gens qui parlent de l'agriculture sont complètement déconnectés de ce qui se passe. L'agriculture française est en train de crever. Merci Pierre pour ce témoignage et encore une fois, on n'en a pas envie. On n'a pas envie que l'agriculture soit en train de crever. On a envie de sauver notre agriculture en France et on se dit que peut-être que quelques négociations sont encore possibles à travers cette nouvelle mouture du Mercosur. On va me dire que je rêve. Oui, peut-être je rêve, mais je me dis que les institutions sont là, les hommes politiques sont là, peut-être même que leurs intentions sont bonnes. Alors peut-être qu'on peut encore faire quelque chose, Jean-Claude Beaujour. Oui, non seulement il y a des questions de qualité pour l'agriculture en elle-même, mais je rappellerai que par effet indirect, qualité de nourriture, c'est aussi qualité de santé. Parce que ce que l'on ne dépense pas aujourd'hui, on le dépense demain parce qu'il faut soigner nos aînés, il faut qu'on se soigne, ce sont tous des maladies. Bref, il y a des effets indirects. Je crois qu'il ne suffit... Moi, je refuse de dire qu'on n'en a pas envie. Ça ne se produira pas. C'est-à-dire que nous devons... On a beaucoup parlé de souveraineté alimentaire. Nous ne pouvons pas accepter de ne pas être autonomes sur le plan de la souveraineté alimentaire. C'est tout. Mais on est autosuffisant en France. Mais justement, je veux dire, à part le riz, je crois que c'est la seule filière. Vous me corrigez Yves Damécourt si je me trompe, mais en théorie, on peut être autosuffisant en France. Aujourd'hui, on importe la moitié de la viande blanche que l'on consomme, on importe 30% de la viande rouge que l'on consomme, on importe 40% des fruits que l'on consomme. Alors, on le veut bien. Il y a les oranges et les bananes qu'il faut sortir du lot. Et donc voilà, 80% des fleurs que l'on offre
arrivent d'Afrique et donc on n'est même plus capable de faire des fleurs. Enfin, tout ça est complètement désastreux en fait. Hein. Tout ça, on est en train de mourir. Notre collègue de Perpignan disait que la balance commerciale agricole de la France était pour la première fois déficitaire depuis 40 ans. Il a raison. C'était encore 10 milliards d'excédents il y a 3 ans et on était la deuxième contributrice à la balance commerciale de la France après l'aérospatiale et devant les cosmétiques. Et donc on est en train de tuer une à une toutes les filières. Je me demande si les gens qui sont au pouvoir dans ce pays sont pas en train de finalement volontairement flinguer toutes les filières d'excellence françaises. Vous voulez dire que mais non, nous on n'est sommes pas souverain jusqu'au jour où on va se dire on dépend de X, Y ou Z pour pouvoir assurer le quotidien de nos concitoyens. Alors est-ce que la France a su préserver nos intérêts ou bien est-ce qu'elle joue un double jeu? Peut-être qu'elle n'en a pas les moyens. Cette souveraineté, on en reparle juste après ça. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, ici on ne coupe pas la parole, on vous la donne. Sud Radio donne la parole, franchement, et laisse parler les gens, et vous laissez parler librement les gens, donc pour moi, ça vaut de l'or. Appelez le 0826 300 300, la ligne directe pour passer à l'antenne. Sud Radio, parlons vrai. Leclerc, bonjour. J'ai un sacré défi pour votre lessive extra en promo. Ah, c'est quoi? La nappe du réveillon. Un peu de foie gras, du jus de dinde, et du chocolat. Rien ne vous résistera avec moins 40% sur le lot de 3 lessives liquides extra total, soit 120 lavages à 12,59€ jusqu'au 10 janvier pendant l'opération spéciale blanc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Soit 2,33€ le litre. Irritant, produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Sud Radio Clermont-Ferrand. 88.1. Sud Radio. Vous souhaitez soutenir la formation du Stade Toulousain ? Participer à la découverte des valeurs du sport à l'école et développer le rugby féminin ? Alors, soutenez le fonds de dotation du Stade Toulousain. Tous les ans, les actions environnementales et sociétales du club voient le jour grâce à votre générosité. Faire un don, c'est aussi permettre chaque semaine à des personnes en situation de handicap ou atteintes d'un cancer de pratiquer une activité physique adaptée à Ernest Vallon. Rendez-vous sur le site stadetoulousain.fr, rubrique « Faire un don ». Chez Orange, on sait que pour Léa et Antoine, ce qui compte, c'est de bien s'entendre. Et alors, quand ils sont à distance, là, ce qui compte, c'est de vraiment bien s'entendre. C'est beau. Et c'est pour ça que chez Orange, nous sommes fiers d'être pour la 15e fois consécutive réseau mobile numéro 1 en France pour la qualité de vos appels et Internet. C'est qui raccroche ? C'est toi. Orange est là. Numéro 1 selon l'enquête ARCEP 2025 d'évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles. Plus d'infos sur arcep.fr. À tous ceux qui aiment jouer mais qui détestent perdre. À ceux qui sont prêts à ne prendre aucun risque pour gagner. Et à ceux qui veulent vaincre sans péril et triompher avec gloire. Bonne nouvelle! Chez Intermarché, en faisant vos courses, vous avez 100% de chance de gagner des bons d'achat et plein d'autres cadeaux en jouant à la borne ou sur l'appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 1er février, montant total des dotations mises en jeu 1,8 million d'euros, réservé aux porteurs de la carte de fidélité. Pour l'achat d'au moins 2 produits de marque partenaire. Modalité, règlement complet et magasin participant sur intermarché.com. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Le débat est enflammé autour du Mercosur et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On parlait de cette fameuse souveraineté européenne. Est-ce qu'on peut encore faire modifier ce fameux Mercosur qui fait réagir et qui flingue, pardon de le dire, mais qui flingue la filière bovine, la filière de la volaille. Moi, j'ai peur aussi que le loup soit dans la bergerie parce qu'à partir du moment où des produits arrivent et qui sont pas de même qualité que les autres, enfin, je veux dire, c'est aussi une forme de concurrence déloyale. Et le coût du travail, c'est-à-dire que pour produire en France, Laurence, ça y est. Vous voulez embaucher quelqu'un, vous payez une blinde de charge. Donc vous n'êtes pas compétitif. Regardez les poulets qui venaient d'Ukraine. Oui. Bon, au début, c'était super. On s'est dit, tiens, bon, les pauvres, on va les aider, on va acheter des poulets ukrainiens. Sauf qu'en fait, on a totalement ouvert la filière et ceux qui se sont enrichis en Ukraine pour vendre des poulets et qui ont tué nos poulets français. Et après, il ne faut pas en vouloir aux consommateurs. Parce que vu le pouvoir d'achat des gens, moi, je comprends. Il ne faut surtout pas taper sur les consommateurs. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais simplement, le
coût du travail est terrible en France. Pour le masquer, parfois. Mais oui, parce que demandez à des agriculteurs quand ils veulent embaucher quelqu'un pour les aider, ce qu'ils payent en charge. Bien sûr qu'en Espagne ça n'a rien à voir, bien sûr qu'en Italie ça n'a rien à voir. Donc vous pouvez pas produire pareil. Et d'autant plus, je reviens sur les contraintes, par exemple sur les emballages. En Espagne, vous n'avez pas les mêmes règles qu'en France, même si on a essayé de. Donc vous voulez faire un emballage de légumes en France, on va vous contraindre à des difficultés énormes, alors qu'ils n'ont pas les mêmes normes en Espagne ou en Italie. Du coup, la tomate espagnole, c'est sûr que vous l'achetez plus que la tomate française. Sans parler des fraudes dont nous parlait ou que suggérait l'auditeur que nous avions tout à l'heure au téléphone au sujet de certaines provenances qui ne seraient pas forcément pas forcément très bien étiquetées. Ça, c'est un vrai problème. Je rappelle qu'il y a une délégation de la Commission européenne qui est allée au Brésil l'année dernière, enfin cette année, en 2025, pour vérifier que ce qui était imposé dans les clauses d'échange était respecté. Et en fait, la conclusion, c'est que rien n'était respecté. Donc en fait, l'accord du Mercosur, on va mettre des clauses miroirs, on va mettre des clauses de sauvegarde, etc. Mais en fait, derrière, il n'y a personne qui vient contrôler que tout ça a effectivement été mis en place. Alors pourquoi ne pas commencer par faire une pause plus longue si on n'est pas content du contenu de cet accord? Bien sûr. Excusez-moi. Non, parce que la France n'a pas les moyens aussi de bloquer vraiment ce texte. En fait, c'est l'Italie qui a permis de bloquer ce texte quelques semaines parce que à côté, Giorgia Meloni voulait renégocier la PAC. Ça a été un cadeau de l'Italie à la France, c'est ça? Même pas. Non, c'était ses propres intérêts parce qu'elle voulait renégocier la PAC avec la Commission européenne. Ça a été acté. L'Italie a eu des garanties que la PAC serait renouvelée à un montant similaire. Et aujourd'hui, on sait très bien que la rentrée sera chaude après les fêtes parce que le Mercosur sera signé. Il y a eu vous parliez de changements. Il y a quand même eu quelques changements, mais la filière bovine nous dit que c'est pas nécessaire. On parlait de contrôle. Il y a eu une annonce d'une task force qui est appelée comme ça de 2000 personnes, je crois, qui vont contrôler davantage les produits. Mais ce sera sûrement pas suffisant pour le coup. On est avec Adonis. Elle est consommatrice du côté de Blaye. Il est consommateur, pardon. Et il nous dit, Adonis, bonjour Adonis, que le Mercosur vous révolte. Oui, bonjour. Alors le Mercosur me révolte. Oui, bien sûr. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui se passe, les actions des agriculteurs. Sauf que la concurrence déloyale, ça fait très très longtemps qu'elle a commencé. J'ai été dans le prêt-à-porter textile. C'est sûr. Donc, si vous voulez, la concurrence déloyale, le textile chinois ou qui vient d'Inde ou du Pakistan, ça fait très longtemps qu'on le subit. D'ailleurs, on peut en voir actuellement les dégâts, avec tous ces magasins qui ferment, alors textile français ou pas, mais des pertes d'emplois directes sur le terrain. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut baisser les bras sur le Mercosur? Peut-être pas quand même. Pas du tout. Sauf que je trouve qu'on se réveille encore une fois bien trop tard. Parce qu'on dirait qu'on découvre cette concurrence déloyale depuis quelques semaines, quelques mois, alors qu'elle a commencé depuis 30-40 ans. Oui. Le textile, notamment, est carrément, a été abandonné. Ça fait belle lurette. Mais ce que je voudrais quand même préciser, que le pouvoir d'achat du consommateur, certes, il est de plus en plus compliqué d'aller vers les produits de qualité. Ça, je vais pas aller à l'encontre de ça. Par contre, comme tout Français, on a dans notre entourage des gens qui ont un pouvoir d'achat bien au-dessus de la moyenne. Et aujourd'hui, on achète quoi? Un prix. On n'achète plus un produit, on achète un prix. C'est-à-dire que dans le rayon d'un grand magasin, à l'époque de la fraise, entre la fraise française, je veux dire un prix comme ça au hasard, la barquette de fraises à 5 € française et la barquette de fraises d'Espagne qui est à 2,50 €, pouvoir d'achat ou pas pouvoir d'achat, le consommateur 9 fois sur 10 va choisir la fraise d'Espagne parce qu'il achète le prix. Ouais, et on sait. Merci Adonis pour votre témoignage. Vous êtes du côté de
de Blaye en Gironde, et on sait qu'il y a une baisse des droits de douane, qu'il y a une baisse de la qualité, parce que la qualité n'est pas la même. Jean-Claude Beaujour, c'est quoi l'avenir de ce Mercosur? Alors, moi je pense qu'au-delà du Mercosur, il faut bien garder à l'esprit deux choses pour l'Europe. C'est vrai qu'on aura compris, je suis aux côtés des agriculteurs, il faut défendre notre souveraineté alimentaire. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une union qui est vaste, qui est grande. Et vous parliez tout à l'heure des États-Unis, il se pose le même problème aux États-Unis entre des intérêts en fonction des États. Nous avons ce sujet parce qu'on voit bien que parfois les intérêts français ne corroborent pas avec les intérêts allemands ou italiens ou quoi qu'on en fasse. Et en réalité, il faut quoi? Il faut deux choses. La première, il faut un débat politique plus large à l'intérieur de l'Union pour fixer quelques grandes orientations pour qu'on soit d'accord là-dessus, parce qu'on peut comprendre ici ou là du ressentiment en disant nos intérêts à nous, sauf que nous sommes dans une Union et on voit bien qu'on ne peut pas vivre non plus tout seul. Serions-nous, que serait la France aujourd'hui face à la Chine, aux États-Unis, à l'Inde, etc. Donc il faut arriver à trouver ce bon compromis, et là-dessus seul le débat politique. Et c'est vrai qu'on peut remarquer, moi je regrette une chose, c'est que très souvent dans cette démarche européenne, on a vu certains servir leurs intérêts. Je pense notamment à nos amis allemands qui négociaient tranquillement avec la Chine parce qu'il y allait de l'intérêt allemand aussi bien en Chine qu'aux États-Unis. Là, on disait qu'il faut qu'on soit fort au niveau européen. Là, nous avons un vrai sujet. Merci Jean-Claude. On va passer au coup de cœur, coup de gueule. Il est 10h52. Laurence, ça y est, vous, votre coup de cœur de l'année, c'est l'incarcération de Nicolas Sarkozy. C'est l'image qui vous a choqué cette année, et au-delà de l'image, évidemment, tout le symbole qui va avec, j'imagine. Alors voilà, coup de gueule plutôt. Mais c'est vrai que à titre personnel, j'ai été profondément meurtri On rappelle que vous avez travaillé avec Nicolas Sarkozy. Voilà, je suis proche et je suis une amie, donc bien sûr que mon opinion est engagée de par mon amitié avec lui. Et non seulement ça m'a meurtri, mais ça, à la rigueur, c'est pas le sujet, mais c'était, il me semble, quelque chose de très déstabilisant. Nous sommes aujourd'hui dans un moment où les institutions sont énormément fragilisées, où tout ce qui incarne la France est énormément fragilisé. On le voit avec les forces de l'ordre qui sont attaquées sans cesse, notamment par des partis politiques, mais aussi par des citoyens, des délinquants qui s'y attaquent. On le voit par rapport au Parlement, où on a énormément de mal, si vous voulez, à comprendre encore ce qui s'y passe politiquement. On est en incapacité de gérer aujourd'hui nos frontières, c'est-à-dire qu'on est totalement désœuvré par rapport à l'immigration. Et on voit bien qu'on peut regarder les situations d'OQTF qui agissent, qui restent sur le territoire, où on est, vous voyez, on est dans une ambiance très anxiogène, avec énormément de pertes de repères. Et incarcérer un ancien président de la République, c'est quelque chose qui ajoute, si vous voulez, me semble-t-il, à cette atmosphère anxiogène et déstabilisante. Et de défaitisme. De défaitisme. Et puis, on se dit, mais en fait, plus rien n'a de sens. On verra ce qui se passe en appel, mais rien ne justifiait que, effectivement, le président de la République soit mis derrière les barreaux compte tenu de sa situation. Et c'est quelque chose, voilà, qui, je pense, a affaibli encore plus la France, qui n'a pas besoin de ça. Et j'espère et je suis très heureuse, effectivement, qu'il en soit ressorti. On a fait du mal à la France. Oui. Bon, c'est 10h, 11h, vous êtes sur Sud Radio, et c'est vrai que là, depuis 54 minutes, je me dis, c'est terrible. C'est terrible parce qu'il n'y a pas d'espoir, en fait, et tout nous ramène à quelque chose de défaitiste, tout nous ramène à de la tristesse. C'est vrai, le symbole de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, ça a été un moment, mais avant tout triste en réalité. Avant tout triste, se dire, quoi qu'il ait pu faire, il a été condamné. Surtout qu'il ne l'a pas fait. Je veux dire, il défend son innocence. Je préfère dire quoi qu'il ait pu faire, parce que je ne veux pas me substituer au magistrat, je ne veux pas avoir ce discours-là, mais je me dis, c'est un symbole, moi, qui m'a fait mal, parce que on parle d'un président de la République. Voilà. Et c'est vrai que dans cette tranche-là, où on vient de parler des vœux d'un président de la République qui ne peut pas faire grand-chose, d'un Mercosur où finalement on se dit, on ne peut pas faire grand-chose, oh là là, n'en jetez plus, j'espère qu'il
y a un peu d'espoir autour de cette table, Jean-Claude. Moi, je voudrais compléter là-dessus. Ce qui m'a beaucoup gêné dans l'exécution de cette décision, c'est l'exécution provisoire, puisque rien ne justifiait que Nicolas Sarkozy aille en prison tout de suite, puisqu'il était non seulement présumé innocent, il risquait pas de s'enfuir, il donnait des garanties, etc. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment le bas qui blesse. Cela étant, il y a des pays où les présidents ont été incarcérés. Je pense au Brésil, avec Lula, Bolsonaro. Je pense en Israël. Je pense à d'autres. Les faits n'étaient pas les mêmes. En Corée du Sud, oui, mais justement, quoique, c'est pour ça que je ne dis pas, la France s'est abattue pour cela. Ce qui est scandaleux, en revanche, et là j'attire l'attention de tous ceux qui participent au débat public. Ce sont des textes, et en tant qu'avocat je le vis, qui sont faits dans la précipitation. Parce que les magistrats n'ont pas inventé le texte. Bien sûr. Je redis que les magistrats n'ont pas inventé le texte, sauf que lorsqu'il y a un problème en France, le moindre homme politique se croit obligé d'aller dire, eh bien il faut un texte. Et rapidement on fait un texte, sauf que ce sont des hommes et des femmes qui écrivent, et que lorsqu'on écrit dans la précipitation, on peut laisser des zones d'ombre. Et effectivement, on a laissé cette zone d'ombre dans laquelle c'est enfilé le tribunal. Je précise que c'est pas la décision d'un magistrat, mais d'un Non, mais c'est une belle mise en garde, Jean-Claude Beaujour. Vous, l'homme de loi, avocat, faisons attention dans l'émotion. Voilà. On écrit des textes et puis après on se fait oups, on a écrit un texte qui est complètement pas adapté. Alors on poursuit ces coups de gueule et coups de cœur, je précise. Et là, j'ai peut-être un peu d'espoir parce qu'il y a trois coups de cœur, autour de la table. Yves Damécourt, ancien élu local, porte-voix de Nouvelle Énergie. Vous voulez nous parler de Philippe Aghion, prix Nobel 2025. Ouais, formidable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce type-là, qui d'ailleurs a été conseiller d'Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat, apparemment Emmanuel Macron a pas dû l'écouter beaucoup, parce qu'en fait... Notamment au sujet de la retraite, je crois. Tout le travail de Philippe Aghion, c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. Il explique qu'en fait, ça sert à rien d'essayer de se partager un gâteau qui ne lève plus. Il faut éduquer, il faut faire de la recherche, il faut innover, il faut enlever les freins à la recherche, à l'innovation, etc. Ça rejoint tout notre débat d'avant. Et comme ça, on crée de la croissance, et que c'est la croissance de demain qu'on pourra partager, et pas le gâteau qui ne lève plus d'hier. Et donc, c'est vraiment un bel espoir pour notre pays, en disant on a plein de talents. Aujourd'hui, il faut libérer tout ça, il faut libérer les gens, libérer l'innovation créatrice. Et on va se relever tous ensemble. Et je vous le promets, il y a encore deux autres coups de cœur. Donc beaucoup d'espoir sur Sud Radio. Il est 11h, bientôt 11h. Le 31 décembre, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Et en plus, autour de la table, on est avec Laurence Saillet, Yves Damécourt, Jean-Claude Beaujour, Quentin Gérard. Un plateau de choix pour ce 31 décembre. D'avance, je vous souhaite un excellent réveillon, un bon cul-dent, comme on dit dans le Sud. Je sais que c'est une expression que j'aime bien. Alors, ce qui est juste avant la petite pause, là, on était avec Yves Damécourt qui nous parlait de cet espoir du prix Nobel 2025. Philippe Aghion et Laurence Saillet, vous souhaitiez réagir. Damécourt de nous avoir parlé quelque chose de positif qui grandit la France. Il y a plein d'autres choses. On a la couture qui est formidable, les parfums, on sait faire le vin, on sait faire plein de choses. J'ai envie de redire des choses positives, mais pour revenir sur Philippe Aghion, moi je trouve ce personnage assez extraordinaire parce que c'est quelqu'un déjà qui vulgarise l'économie, si vous voulez, sans idéologie. Parce que lui-même dit, là j'ai eu raison, j'ai eu tort. Vous parliez de du fait qu'il est conseiller Emmanuel Macron. Il le dit lui-même. Oui, il avait mis en place la retraite à points. Et il s'est rendu compte lui-même, au moment, si vous voulez, du côté législatif, qu'ils avaient oublié plein d'éléments, si vous voulez, dans la réforme, qui a rendu cette réforme très compliquée à mettre en place. Et puis après, on a connu les événements. C'est très dommage. Mais merci à Philippe Aghion, qui a eu le courage de contrer Monsieur Zuckman avec sa taxe complètement stupide, infondée, mensongère, et il a eu ce courage, parce que moi, à chaque fois que je tapais sur Zuckman, on me disait les prix Nobel le soutiennent. Enfin, on a eu un prix Nobel qui a dit la vérité. On poursuit les coups de cœur. Oui, et quel contraste aussi avec l'Assemblée nationale, où on a vu des déluges de taxes ces dernières semaines. Et oui, coup de cœur pour moi. On reste avec vous, Quentin Gérard, journaliste au JDD, justement. Votre coup de cœur, vous, c'est le pape Léon. Oui, j'ai essayé de trouver une personnalité. J'y aurais pas pensé. Une personnalité qui
qui a plutôt apaisé les choses, j'ai trouvé. Je le trouve très discret, moi. Je dis ça d'autant plus que je ne fais pas partie forcément de l'Église catholique, mais bon, on se souvient tous de ce conclave qui avait été surmédiatisé. Léon XIV en était sorti à une demi-surprise, et finalement, quelques mois plus tard, je trouve que c'est l'une des meilleures nouvelles pour les catholiques qui avaient besoin d'apaisement. On sortait d'une période où un pape était, ou François en l'occurrence, qui était assez clivant, qui tranchait peut-être trop vif, de manière trop vive pour l'Église catholique, pour ce qu'elle est. Il veut rassembler notamment entre des courants aujourd'hui qui sont face, qui est le courant traditionnaliste et progressiste. Il revient à certains classicismes aussi. On l'a vu reprendre des tenues liturgiques qui avaient été laissées de côté, et on l'a vu au Liban ces dernières semaines, et puis c'est aussi la tradition papale, un petit peu naïve, mais aussi assez noble et assez belle, de prôner la paix dans le monde, dans un monde si compliqué et qui est si mouvant ces derniers temps. Je trouve ça assez touchant. C'est forcément naïf, mais touchant, et c'est un pape qui apaise, et je pense que l'Église catholique a besoin d'apaisement ces derniers temps. Jean-Claude Beaujour. Moi, je suis plus réservé que vous lorsque vous dites un appel naïf de la part du pape. Le pape est tous sauf, en général à ce niveau, on est tous sauf naïfs. Et le Vatican a une politique diplomatique importante, influente, qui se fait moins connaître. Je pense que la paix n'est pas nécessairement enracinée dans la culture humaine. On se fait plutôt la guerre. Oui, c'est pour ça que je disais que c'était naïf, mais c'était beau, noble, mais c'est naïf. Quand je dis, c'est parce qu'il faut voir comment nos auditeurs pourraient l'entendre. Ils pourraient se dire c'est un vœu pieux. Et c'est vrai que rappeler que l'objectif, c'est quand même d'arriver à faire en sorte qu'on vive, qu'on arrive à cohabiter, les êtres humains arrivent à cohabiter. C'est peut-être quelque chose qui nous échappe, et ça n'est pas plus mal qu'on le redise encore et encore et encore. Yves Damécourt, toujours sur le pape. Oui, moi je voudrais dire deux choses à propos de Léon XIV. D'abord, il a choisi ce nom Léon pour s'inscrire dans la lignée de Léon XIII. Léon XIII, c'était un pape important. C'est le premier pape qui, en fait, a résolument fait le choix de soutenir la République française, et donc a pris le large vis-à-vis de l'Empire et de l'Ancien Régime. C'est un pape qui a écrit une encyclique très importante aussi pour les chrétiens, qui est le Rerum Novarum, c'est-à-dire la doctrine sociale de l'Église, dans laquelle pas mal d'élus, d'hommes politiques puisent des idées intéressantes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Absolument. Et j'engage les élus de tous bords à relire cette encyclique. Et puis, il est allé discrètement à Nicée, en Turquie, rappeler qu'un concile très important de l'Église catholique avait eu lieu à Nicée, donc en Turquie, et c'était un concile très important sur lequel se fonde l'Église d'aujourd'hui. Autre coup de cœur pour cette astronaute française. Là aussi, c'est un beau message d'espoir. Je vous reconnais bien là, Jean-Claude Beaujour. Elle s'appelle Sophie Adenau et elle se rendra aussi, elle aussi, dans l'espace. Absolument. 30 ans après Claudie Aigneret, elle va s'envoler pour la Station Spatiale Internationale. Et c'est rappelé aussi, vous voyez, là encore, ça n'est pas de la naïveté, et ça n'est pas juste un cocorico pour une femme, au-delà du fait qu'elle représente, elle incarne aussi ce que c'est qu'une forme de féminité, de femme d'engagement, de femme engagée. C'est que derrière deux choses, on parlait de points positifs. Voilà. C'est tout d'abord que nous, puissance française, nous sommes une puissance spatiale, et avec l'Europe, la politique spatiale européenne est importante parce qu'elle a un impact sur notre politique de communication, elle a un impact sur les questions de santé, elle a un impact sur la recherche. Bref, elle a un rôle déterminant, et il ne faut pas l'oublier. Parmi tout ce qui va mal, eh bien, nous avons aussi des choses dans lesquelles nous réussissons, et c'est l'occasion de dire qu'il nous faut savoir mobiliser. On parlait d'attaque Zuckman, et puis l'idée folle de dire on va financer les retraites en allant prendre un petit peu à droite et à gauche, etc. C'est de dire en revanche qu'il faut mobiliser des moyens pour l'innovation, pour la recherche, pour ce qui fonctionne, et là où nous pouvons être véritablement les premiers de la classe. Alors, dans un instant, on va passer au débat, on va ouvrir un nouveau débat. Donald Trump qui bouleverse l'équilibre mondial, et là, il y a de multiples axes d'attaque, si je puis dire, parce qu'évidemment, il y a Gaza, il y a l'Ukraine, il y a ce qui se passe au Venezuela, il y a les droits de douane, il y a les problèmes qu'il pourrait avoir sur le terrain intérieur pour
pour Donald Trump. Et on a les experts autour de la table pour évoquer ce sujet, parce que Donald Trump, il nous bouge, en fait. Il nous bouge tous. Il perturbe tout. Mais auparavant, on vient de l'apprendre, Evelyne Leclerc, vous savez, l'animatrice de Tourne et Manège. On va écouter cette musique qu'on a tous en tête. Et bien, malheureusement, elle vient de nous quitter. Elle avait 74 ans. Elle a animé Tourne et Manège, ce jeu matrimonial emblématique des années 80-90. Eh bien, pendant une dizaine d'années, c'est sa fille qui vient d'annoncer la disparition de sa maman, d'Evelyne Leclerc. Elle est morte à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Elle était entourée de sa famille et elle est décédée d'une suite d'une longue maladie. Allez, on écoute quelques secondes de ce générique. On se souvient du pianiste Charlie Oleg, lui aussi décédé en septembre dernier. Ça vous évoque quoi, ces souvenirs d'Evelyne Leclerc? À la fois l'émission elle-même, qui était une émission charmante, et puis le sketch des Inconnus, qui était très drôle. Qui était très très drôle. Des hommes et des femmes qui étaient assis dans un manège, séparés par une cloison, ils se questionnaient sans se voir et se découvraient à la fin. Et la France adorait, parce que c'était des rencontres, c'était des histoires amoureuses. Laurence? Ah oui, moi j'adorais cette émission. Je trouvais ça, en fait, il y a plein d'enseignements sur la nature humaine, sur les comportements. En plus, c'était traité avec beaucoup de délicatesse, de finesse. Il n'y avait pas de moquerie, pas de méchanceté. C'était des programmes. J'aimerais bien qu'on refasse des Tourne et Manège. Et sur la personne en elle-même, c'était énormément de talent et justement d'intelligence, en fait, dans la manière de présenter les choses, de subtilité. Donc voilà, c'est une tristesse aujourd'hui de savoir que malheureusement elle est décédée. Elle est décédée. Et peut-être que des patrons de chaîne se diront il y a moyen de faire revenir Tourne et Manège, parce que c'est une ça revient, ça aussi. Il y a une envie, un appétit, j'ai envie de dire, pour les téléspectateurs à revivre sous une autre forme des grandes émissions qui ont fait les années 80-90. Jean-Claude? Moi, je trouve que ce qu'il y avait de bien, c'était une façon de parler du quotidien des Français. Ouais, c'est ça. Comme on dit, des vrais gens, mais sans voyeurisme. Ce qui me gêne dans certaines émissions, et je sais bien, mais ce qui me gêne dans certaines émissions, et je n'en vise aucune ou je n'en cite aucune à dessein, c'est que parfois ça frôle, de mon point de vue, dans ma façon de voir les choses, je dis bien uniquement la mienne, une forme d'indécence. Je n'ai pas envie de tout savoir, et par pudeur, à la fois personnelle, mais aussi pour les personnes qui parfois parlent. Il y a des choses qui sont tellement intimes dont on n'a pas besoin de connaître dans le détail. Et c'est un peu ce qui me plaisait dans les émissions animées par Evelyne Leclerc, c'est que c'était le quotidien, c'est la France que nous vivons tous les jours, mais sans parfois l'excès. C'est vrai. Et elle avait, elle était très très appréciée, et elle avait démarré comme speakerine, et elle dédicaçait encore des photos ces dernières années. Elle était restée extrêmement populaire. Voilà, elle disait: j'aime bien les gens, rencontrer des gens dans toute la France, ça me touche. Je continue de faire partie de la famille. On a vieilli ensemble. Voilà ce qu'elle a déclaré à son ancien groupe TF1, qui, j'imagine, va lui rendre hommage dans les prochaines heures. Vous avez raison, Jean-Claude, d'insister sur cette pudeur. On n'a pas envie et on n'a pas besoin de tout savoir. Allez, on va ouvrir le dossier Donald Trump qui bouleverse l'équilibre mondial. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tout instant, écoutez Sud Radio en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. À tous ceux qui vont devoir mettre la dernière paire de chaussettes du tiroir, celle qui s'enroule dans la chaussure, qu'on passe la journée à remonter pour au final marcher sur une chaussette en boule jusqu'au soir. La lessive, on ne peut pas faire sans. Alors Intermarché vous rembourse 100% de vos achats en 2 bons d'achat sur les rayons soins du linge et entretien de la maison. Et c'est aussi sur l'appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 4 janvier, des 40 € d'achat et dans la limite de 50 €. Réservé aux porteurs de la carte fidélité. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Sud Radio Carcassonne. 104.7. Sud Radio. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous proposer du frais à moindre frais pour le réveillon. Jusqu'au 31 décembre, l'ananas est à seulement 1,29 €. Et grâce à votre carte Waouh, gagnotez en plus 10% le jour de votre choix sur tous les produits frais des Halles. 1,29 € l'ananas? C'est pas le fruit du hasard si j'économise. Auchan, le choix, le bon.
Offre valable en magasin et drive, origine Costa Rica, Équateur, Panama, variété extra sweet catégorie 1, calibre A8, jour Waouh non valable le week-end, conditions en magasin et sur Auchan.fr. Vous êtes plus de 500 000 à suivre Sud Radio sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, X et TikTok pour ne manquer aucun contenu. Les émissions, l'actualité, tous les invités Sud Radio et la possibilité pour vous de partager vos réactions et vos commentaires. Sud Radio, parlons vrai. Rejoignez dès maintenant la communauté Sud Radio en nous suivant sur vos réseaux préférés. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Donald Trump a-t-il déjà bousculé l'ordre mondial? En tous les cas, 2025, c'est, je crois, le nom le plus recherché sur les serveurs et sur notamment Google. Alors, on pose cette question, mais on va évidemment resserrer la problématique, évidemment, à la France. Mais notamment à travers 4 sujets. Il y a eu Israël, il y a eu Venezuela, l'Ukraine, les droits de douane, grosso modo, c'est les thèmes qui reviennent le plus. L'actualité, c'est la guerre contre la drogue au Venezuela. Alors là, franchement, c'est un concept nouveau, relativement nouveau en tous les cas. Jean-Claude, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Vous qui voyagez en permanence entre les États-Unis et la France, vous êtes citoyen américain? Non. Non, français. Je n'ai que seul passeport. Et pas de carte verte non plus. Il n'y a pas d'OQTF, pas de... Et pas de carte verte non plus. Non, mais je n'ai qu'un seul passeport français. Vous faites bien parce que la carte verte, moi je l'ai rendue personnellement. Je l'ai rendue parce que j'avais peur du fisc. Ces dernières années, les opérations menées par des Américains concernaient des États censés abriter des refuges pour terroristes. Là, on passe à autre chose. C'est une guerre contre la drogue. Bon, moi j'y crois pas trop à cette guerre contre la drogue. Il veut récupérer le Venezuela en fait. Sur le Venezuela, ça peut pas être une guerre contre la drogue parce que quand on est un petit peu aguerri à ces sujets, sans être un expert, j'ai un peu compris que la drogue c'était essentiellement en Colombie, il y avait des points de passage au Mexique, donc s'il fallait véritablement mettre le paquet à la racine du mal, c'est la Colombie et un certain nombre d'États, c'est pas le Venezuela. Comme ça a déjà été fait avec des opérations conjointes. Absolument. Au Venezuela, il y a une vraie sujet énergétique. Parce donc on rappelle le Venezuela, grosse réserve de pétrole, grosse réserve de chocolat, de café. Absolument. C'est un pays riche, potentiellement. Essentiellement économique, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose où je dis, un président ne devrait pas faire ça, c'est que lutter contre le narcotrafic, oui, bien évidemment. Mais lorsque vous mettez à tirer sur des bateaux, même s'ils sont soupçonnés d'être des trafiquants de drogue, dans un ordre international, et je reste attaché à l'ordre international, on arrête, on traduit les gens devant un tribunal. Et n'oublions pas, juste un dernier point, n'oublions pas que, puisque nous parlons beaucoup de souveraineté, quand on parle des Caraïbes, la France est un État des Caraïbes. Et donc nous avons, nous Français, notre mot à dire, on ne peut pas laisser faire... Des choses sans considération juridique dans cette zone. Quentin Gérard, journaliste au JDD, qu'est-ce qu'il veut Donald Trump? Il veut déloger Maduro parce que c'est un régime, c'est un régime qui ne lui plaît pas, c'est un régime castriste, on va dire les choses telles qu'elles sont, et qu'il veut placer un homme à lui, il veut placer quelqu'un, ou une femme d'ailleurs, qui pourrait servir les intérêts américains. C'est possible. Il faut déjà comprendre la logique internationale de Donald Trump qui n'est ni néoconservatrice ni isolationniste. Il fonctionne en termes de bloc, et pour lui, l'Amérique, c'est le bloc qui doit être sous l'égide entre guillemets des Américains. C'est une sorte de retour de la doctrine Monroe 2.0, un retour des empires. Donald Trump, en tout cas, sa conception du monde, y participe. Et on a parlé de réserves d'énergie au Venezuela. En fait, Donald Trump, ce qu'il veut, c'est se débarrasser on parlera de l'Ukraine, du Proche-Orient, mais de toutes les guerres pour confronter la Chine. Et au Venezuela, il y a aussi des intérêts chinois, des actifs. En Amérique latine, oui. Au Venezuela aussi, des actifs pétroliers, des intérêts iraniens aussi, avec des ventes de drones. Et oui, c'est une possibilité. Il veut reprendre le Venezuela, qui a un régime adverse, communiste, en tout cas socialiste. En tous les cas, qui ne sert pas les intérêts américains. C'est spécifique, vous le savez bien, ça n'est pas spécifique à Donald Trump. Les États-Unis ont toujours considéré que l'Amérique latine était la sphère d'influence naturelle du pays. Oui, alors moi, il y a quelque chose qui me choque toujours lorsqu'on parle de Donald Trump et de ce qu'il a dans la tête, c'est qu'on essaye de l'expliquer par un biais politique. Moi, j'ai toujours eu la conviction qu'il avait absolument aucune colonne vertébrale politique. C'est de la politique. Je pense qu'il ne fait que du business. Oui, je pense partout aussi. Dans le monde. Oui. Je pense que, pardon, moi c'est mon opinion. Je pense qu'il ne fait ça que parce qu'il se dit,
il y a du business à faire avec le Venezuela, parce que vous l'avez dit, le pétrole. En fait, il a un problème, c'est que l'économie américaine, elle va pas si bien que ça. Yves Damécourt, est-ce que vous pensez aussi que Trump, en fait, c'est un businessman qui est à la tête de la Maison-Blanche, en fait? Moi, je pense que pour comprendre Donald Trump, il faut lire les bouquins sur le management, les rapports de force dans l'économie, la stratégie achat-vente, les méthodes d'achat, les méthodes de vente, etc. Je pense que c'est ça son truc. Il n'est pas sorti du jeu et où en il fait, disait « you are fired ». Quand il a annoncé ses droits de douane, il a suivi par le menu la façon de faire d'un prix Nobel de 2005, je ne sais plus comment il s'appelait, et qui disait il faut asseoir le rapport de force. Et après on discute. Oui. Nous, les viticulteurs, on travaille beaucoup avec la grande distribution. Je peux vous dire que quand vous avez un rendez-vous avec un acheteur de la grande distribution, la première étape, il faut retenir son plexus, parce que rien ne va. On vous envoie la purée, et puis après on se met à discuter. Mais on vous a bien... Oui, bien, ça c'est une notion dont je me souviens très bien en 2016 lors de l'élection de Donald Trump. La première, c'est que les Américains disaient on a besoin d'un homme fort. Moi, je me souviens de Reagan. Je vois Poutine. On a besoin d'un homme fort. Donc, avant de parler de politique, moi, c'est basique, mais est-ce que vous avez ce sentiment aussi, Jean-Claude? Trois points à la question que vous avez posée. La première, c'est qu'un homme politique est toujours marqué par son expérience, par son vécu, son background. Et c'est vrai que Donald Trump est avant tout un homme d'affaires. C'est pas bien ou mal, c'est comme ça. C'est un homme d'affaires. Et n'oublions pas qu'il a eu un moment démocrate. Et il a été... Oui, mais ça, c'était il y a oui, mais c'est pour dire qu'il est totalement opportuniste. Mais bien avant, et vous en souvenez, tout comme moi, Donald Trump, c'était aussi celui qui, à 30 ans, savait ramasser le maire de New York, qui n'était pas rien à 30 ans. C'est donc un homme d'affaires redoutable. Et vous connaissez tout comme moi Atlantic City et son histoire. C'est d'abord ça. Deuxièmement, c'est effectivement un homme qui a été démocrate et est devenu républicain parce qu'il sent venir le vent. Exactement. Et ça n'est pas Donald Trump, c'est avant tout l'Amérique qui change. L'Amérique qui change en même temps que le monde change. Parce qu'en réalité, vous voyez bien qu'aux États-Unis, et vous avez raison de dire qu'on demande, l'électorat globalement dit on a besoin d'hommes forts, mais c'est vrai aussi ailleurs, c'est vrai en Europe, parce que dans nos social-démocraties au sens large, on a eu la démocratie, mais le social n'a pas fonctionné. Donc nos concitoyens disent on veut de l'efficacité dans les politiques publiques. Laurent Sayet, est-ce que vous avez le sentiment que ceux qui aiment bien Donald Trump en France voient avant tout ça, c'est-à-dire ce côté businessman, homme fort, et je parle pas forcément de ses choix, et je parle pas forcément de ses travers, mais voient d'abord ce côté-là? On aimerait bien effectivement que les politiques parfois gèrent le pays un peu comme un business, parce qu'on serait moins en faillite, me semble-t-il, parce que, alors là j'exagère un peu le trait, parce qu'il faut être aussi un homme d'État, il faut avoir de l'expérience politique. Moi je suis très partagée sur Trump. Il y a des choses que je trouve formidables, et il y a des choses que je trouve exécrables. Donc, et on a le droit d'avoir de la nuance. Exactement. Et on a le droit Malheureusement, je sais que c'est plus à la mode d'avoir une position entre deux. Par exemple, moi je suis très contente qu'il ait fait bouger les choses au niveau international. On le voit pour les otages, Israël et les otages. Enfin, je veux dire... Franchement, on peut poser la question de cette façon-là. Est-ce que sans Trump... Mais il se passerait rien. n'aurait pas continué. Non, mais il se passerait rien. Il se serait rien passé. Je veux dire, je pense à tous les otages qui sont morts. Donc, je peux pas me réjouir de la manière dont tout ceci a abouti. Néanmoins, moi, j'aime bien son côté. Je bouge les choses, quoi. Et même là, sur l'Ukraine, tout s'enlise, c'est très compliqué, mais c'est le seul qui essaie de changer les choses. Alors, moi, je trouve ça fou. Au niveau européen, on est complètement dans l'expectative. On fait rien, on dit rien, on attend que les choses s'enlisent. Ce conflit n'en finit pas. C'est des morts, c'est des milliards qui sont déversés. Et on est là, attentiste. Trump... c'est pas encore une réussite, mais au moins, il essaie de faire bouger les choses. Même avec un esprit business, parce qu'on se doute bien que la négo derrière est très business. Mais moi aussi, j'en ai marre de voir ces politiques qui sont comme ça, à regarder les choses et à toujours ne vouloir vexer personne. Alors, il est excessif. Mais d'un autre côté, il a changé aux États-Unis quelque chose aussi qui était en train de nous envahir, ce wokisme complètement délirant. Alors il le fait trop brutalement et il va trop dans les extrêmes. Avec l'excès inverse. Mais stop quoi maintenant. Je veux dire, on en était à un truc qui est en train de déverser aussi sur l'Europe avec ses idées complètement dénaturées. Donc voilà, je trouve que c'est quelqu'un. Moi j'aime bien les gens qui sont business.
Parce que je trouve que les chefs d'entreprise, eux, s'ils avaient, si vous voulez, autant de nullité, leur boîte aurait coulé depuis longtemps par rapport à des politiques qui coulent la France ou qui coulent les autres pays et qui n'en tirent jamais les conséquences. Parce que vous allez voir, là, la France, avec ce qui s'est passé au niveau économique, là, on a bien quand même, on est bien en difficulté. Mais quand les gens vont finir leur mandat et ça, eux, ils s'en foutent. Ils s'en iront, il y aura les successeurs, mais ils n'en tireront aucune conséquence. Je peux vous dire qu'un chef d'entreprise, quand il plante une boîte, il en a les conséquences et pour longtemps. Oui. Et c'est là où Donald Trump fait de la, c'est là où Donald Trump fait de la politique justement, parce que il tape fort, il impose des rapports de force, et c'est ça la politique. Il dresse un cap, qu'on soit d'accord ou non avec lui. À l'international, il y a des résultats. En économie, on peut être pas d'accord. Et les résultats sont nuancés. Oui, à une exception près, c'est Poutine. Oui, mais c'est le seul qui parle encore avec Poutine. Oui, il parle avec les deux, et c'est compliqué. Il pensait il n'a pas institué de rapport de force avec Poutine, à ma connaissance. Personne ne peut le faire. Oui, c'est bon. Ça, c'est un problème. Vous savez pourquoi ? Parce que je vais vous dire, à mon avis, Poutine a des informations. Du côté Poutine a des informations sur les uns et les autres qui lui permettent d'avoir le pouvoir au niveau mondial. Et quand vous voyez les gens qui rencontrent Poutine et qui ressortent avec le visage déconfit, à mon avis, il a un pouvoir d'information. Et en plus, quand vous voulez négocier avec des gens qui n'ont aucune limite, peur, tout simplement. Est-ce que Trump, il n'a pas juste mais tout le monde a peur de Poutine. Mais non, mais pas par une opération, pardon de le dire, mais par peut-être des opérations inavouables, parce qu'on sait que c'est un régime qui a éliminé un certain nombre d'opposants. Sans limite. C'est-à-dire que quand vous allez en égo avec des gens qui n'ont pas de limite, ni morale, ni... vous êtes dans une négociation quand même, parce que Poutine, lui, n'a pas de limite. Et pourquoi on n'a pas voulu mettre hors d'état de nuire Poutine ? Parce qu'on a toujours peur qu'il y ait pire que lui. Parce que ce qu'on a fait en France... mais bien sûr, en France, on a toujours mené une pseudo-diplomatie entre deux, parce qu'on se dit qu'à un moment, il y avait Wagner, enfin bon, ça pourrait être pire. Donc on l'épargne. Moi, je ne sais pas si Poutine détient des informations qui pourraient faire trembler Donald Trump. Ça a toujours été une sorte de rumeur aux États-Unis. Ça, c'est une rumeur, on peut l'utiliser dans un sens ou un autre. Moi, j'ai envie de regarder ce que nous savons de manière objective. Poutine a l'avantage d'être, tout d'abord, il n'est pas dans une démocratie, d'avoir un peuple qui le suit dans sa croisade majoritairement. Il est relativement jeune. Et on voit bien qu'en dépit du fait qu'on peut encore remettre en doute certains sondages, mais même les sondages les plus fiables indiquent qu'effectivement 70% de la population soutient l'action de Vladimir Poutine. Poutine croit encore en la Grande Russie, que le peuple russe a considéré que finalement Gorbatchev, c'était un échec pour l'URSS, et donc on a cette story qui fait que lui tient qu'il a des moyens qu'en démocratie on n'a pas, et que Donald Trump n'a pas, parce que Donald Trump a un mandat qui est limité, il a un congrès, il a des règles, il a des mécanismes, et encore heureux, parce que c'est un package qu'il faut prendre. En face, chez Poutine, il n'y a pas d'opposants, on sait ce qu'est devenu Navalny, on sait ce que sont devenus un certain nombre de choses, donc c'est là où on a une grosse difficulté avec un Poutine qui est en face, et il n'en a rien à faire de sacrifier, s'il fallait sacrifier 200, 300, 500 000, 1 million de Russes, il n'en aurait rien à faire puisqu'il n'a pas une opinion publique, contestataire, et à qui il doit rendre des comptes. On en reparle. Comment Donald Trump bouleverse l'équilibre mondial. On a parlé du Venezuela, un petit peu de Israël, et on poursuit la discussion. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Toute la famille Sud Radio vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Coucou les amis, c'est Judith Bellard. Je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio, évidemment. Bonne fête à l'écoute de Sud Radio. Carrefour. Quand vous me dites une bonne raclette pour bien finir l'année, il n'y a pas mieux. Eh bien, je vous réponds que pour les fêtes, il y a 30% de remise immédiate sur la deuxième barquette de fromage à raclette Carrefour. Et c'est valable sur tous les fromages à raclette Carrefour. Et c'est jusqu'à dimanche, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Hors plateau et conditionnement promotionnel, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Écoutez Sud Radio Nantes en DAB+. Sud Radio. Il y a Réveillon et Réveillon Picard. Le 31, on se souhaite la bonne année à minuit pile. On s'embrasse sous le gui, c'est la tradition. En revanche, pour l'apéritif, rien ne vous empêche d'innover un peu. Surtout à un prix aussi doux qu'un baiser sous le gui. Pour le nouvel an, découvrez notre large sélection de produits apéritifs à petit prix, comme nos bâtonnets panés à la mozzarella filante à seulement 3,70 €. Jamais pareil, toujours Picard.
300 grammes, soit 12,33 € le kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos macarons ont tout de très bons macarons. Super pour terminer le repas sur un « Oh là là, ce macaron pure gourmandise, grosse bouchée, s'il y a du rap, je passe en premier ». Oui, chez Aldi, vous avez tout pour passer les bonnes fêtes, mais à prix discount. 3,99 € les 12 macarons assortis gourmet Finest Cuisine. Aldi, de bonnes fêtes à prix discount. En ce moment chez Aldi, boîte de 144 grammes, 27,71 € le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Donald Trump a-t-il bousculé l'ordre mondial? Il est là depuis quelques mois et c'est déjà fait sur l'Ukraine, sur Israël. Cette question, est-ce que Netanyahou aurait continué sans Donald Trump? Est-ce que Netanyahou se serait arrêté avec un président démocrate? On peut le prendre dans l'autre sens. Finalement, est-ce que c'est pas, là pour le coup, bien Trump qui a mis fin à cette guerre à Gaza? Voilà, bon, je ne vais pas rentrer, on ne va pas refaire le film, mais enfin, bon, de ce point de vue-là, moi j'ai le sentiment que c'est l'homme fort qui a compté. Ah ben moi je suis persuadée que sur ce conflit en particulier, s'il n'avait pas été là, ça aurait été, les otages seraient toujours otages. Non mais les otages seraient toujours otages et on en serait toujours à la même situation. C'est-à-dire que on avait des otages français. J'ai pas envie de critiquer la diplomatie parce que c'est tellement compliqué, il y a plein de choses qu'on sait pas, donc c'est trop facile et populiste que de dire ça. Mais moi j'ai envie qu'il y ait des dirigeants français qui aient une détermination très forte, quoi. Quitte à être critiqués. Le problème des politiques français, c'est qu'ils ont peur d'être critiqués. Oui. Donc plus personne n'ose rien faire. On fait des trucs entre deux. Là maintenant, ni droite ni gauche. Vous voyez bien. Enfin, on est dans un truc complètement tout mou. Personne n'ose proposer des choses parce que tout de suite, ça amène. Voilà, il faut accepter d'être détesté pour avancer. Alors, il s'est imposé sur le terrain des conflits armés. Je serais beaucoup plus mesuré sur la question de la Russie et de l'Ukraine. On verra. Yves Damécourt, vous nous disiez, il est finalement le seul à pouvoir parler avec Poutine. C'est vrai, mais pour le moment, il ne dit pas à Poutine d'arrêter sa guerre quand même. Non, mais je pense qu'on ne peut pas sortir un accord de paix si on ne parle pas avec tout le monde. Et donc, je pense que le succès de Gaza et de la libération des otages, c'est parce que dans son mandat précédent, Donald Trump c'est grâce à lui qu'on a les accords d'Abraham, enfin je pense. Oui, tout à fait. Et donc il avait parlé avec tout le monde, et donc ces liens, ils existaient. Et donc on l'a vu se déplacer pour aller parler avec les uns, avec les autres, ce qu'Israël était incapable de faire. Et donc il a encerclé le problème, parlé, et ils sont arrivés à quelque chose, avec une proposition concrète. Ça fait bouger les lignes, à chaque fois ça fait bouger les lignes. Alors il y a la question du terrain armé, mais il y a aussi la question des droits de douane. Là aussi, on a beaucoup rigolé avec son tableau lorsqu'il est arrivé et qu'il nous a présenté l'addition pour chacun. N'empêche que là, encore une fois, c'est quelque chose de spectaculaire. Attention, et tout le monde se dit, waouh, qu'est-ce qu'on va vivre ? Vous avez raison de le dire, c'est quelque chose de spectaculaire. Et un homme de communication, je dis, la politique ne peut pas être que spectaculaire, parce que moralité d'histoire, c'est même dans son secrétaire au Trésor, son ministre des Finances, les responsables économiques lui disaient, mais Monsieur le Président, vous pouvez pas annoncer comme ça des droits de douane, ça se calcule, c'est plus complexe. C'est là où c'est un businessman, il fait du bluff. Oui, mais c'est du bluff pour finalement, et ça peut décrédibiliser aussi la politique et son action, parce qu'économiquement, il n'a pas, vous le voyez bien, les résultats ne sont pas au rendez-vous, l'inflation est quand même un petit peu plus haute qu'elle Oui, mais sur les droits de douane, il a obtenu satisfaction par rapport à un certain nombre de pays. Il a perdu face à la Chine. Avec gros recul. Mais c'était la Chine, le gros dossier. Oui, vous avez raison. Il a perdu face à la Chine. Je dis pas qu'il ne faut pas de temps en temps mettre les pieds dans le plat, mais je dis simplement que la politique ne peut pas être, surtout parce que la population, en tout cas nos concitoyens regardent ça, ils ont une annonce et puis derrière, quand on gratte un peu, on dit mais c'est quoi le résultat ? Parce que je peux vous dire que sur le terrain, les gens disent que la vie reste encore très chère aux États-Unis. Ouais. Vous voyez le problème du coût de la santé, de l'assurance, du quotidien. Vous savez mieux que moi que vivre à San Francisco, on peut être pauvre avec $4,000 par mois à San Francisco. Ah oui, à $4-5 000 par mois, on n'a pas d'argent aux États-Unis. Les gens s'en vont de la Californie, ils vont travailler dans les États voisins parce qu'ils ne peuvent plus rester. Et donc, qui reste à subir ça sont les plus modestes qui vivent très
très très très pauvrement. Et qui ont voté pour lui quand même. Et il faut malgré tout ce qu'on dit, il faut dire une chose. J'ai comme vous quelques contacts avec des Américains qui me disaient on craint quand même la guerre civile aux États-Unis. Oui, il y a sûr. aussi ce sentiment-là. Bien sûr. Donc non mais oui, c'est très voilà, c'est-à-dire que à la fois avoir quelqu'un d'homme fort c'est bien, mais ça crée à nouveau du clivage. Parce que les États-Unis nous avaient habitués et moi ça a été assez frappant le soir où j'étais avec certains de vos collègues à Washington et puis le soir où Donald Trump a été candidat, a été victime de l'attentat, Biden l'a appelé pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Et cette Amérique-là, c'est celle-là à laquelle nous sommes habitués. Et c'était l'Amérique d'Obama. Mais pas seulement. Ah si, c'était l'Amérique d'Obama. C'était aussi l'Amérique de Bush, c'était aussi l'Amérique de Kennedy, c'était l'Amérique de Johnson, c'était aussi l'Amérique de Reagan. Lorsque Reagan a été victime de tirs, y compris le Congrès vous dit, même dans son opposition, nous prions pour le président. Quentin Gérard, journaliste au JDD, vous, dans vos papiers, dans vos contacts, est-ce que vous ressentez que lorsqu'on parle de Donald Trump, en France je parle, il y a une forme de respect, on se dit, il a quand même réussi quelque chose, il y a ce côté fort, il y a ce côté puissant, je tape du poing sur la table, encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais il y a ce côté un peu impressionnant qui nous fait face. Il y a des deux, effectivement, il y a des gens qui sont impressionnés par les rapports de force qu'il impose, par son caractère, mais il y a aussi une partie, en tout cas de la classe politique française, je trouve, qui est dans le déni et qui se contente un petit peu de l'attaquer avec une vision morale derrière, alors que... Parce qu'ils veulent pas être rangés du côté de la mauvaise morale, en fait. Justement, et la difficulté est celle-ci, c'est que Donald Trump, au moins pour les Européens, nous met face à nos difficultés, nous met face à nos tranchants. On dit souvent que Donald Trump n'aime pas l'Europe. Je pense que c'est faux, parce que d'ailleurs, il prend souvent parti, il prend souvent position sur l'Europe, et qu'on soit d'accord ou pas avec lui, mais il va prendre position sur des partis politiques, il va parler de sécurité, d'immigration, il va pousser les Européens à dépenser plus pour leur PIB, et ça nous met face à nos tranchants, ça nous met aussi face à ce qu'est aujourd'hui l'Europe, c'est-à-dire que c'est un continent, une institution, mais un continent aussi, qui ne parle plus au monde autant qu'avant, et ça nous met face à notre déclin, en tout cas, qui est celui que nous vivons aujourd'hui, et le regarder en face n'est pas forcément facile, surtout pour la classe politique qui est en partie responsable de ce déclin-là. Et ce qui est très frappant, je trouve aussi, concernant Donald Trump, c'est que le Trump 2 n'a rien à voir avec le Trump 1. On a entendu beaucoup sur les plateaux de télévision et de radio dire mais Trump il fait tout ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Il y a un think tank qui a repris la totalité de tout ce qu'il avait promis en 2016. 30% seulement des mesures sont passées. Et certaines ont été même détricotées après. Vous vous souvenez, il y a eu des interdictions à l'égard de certains qui venaient de tel ou tel pays. Et puis finalement, ça s'est écroulé parce que voilà, je pense que c'est quelqu'un qui fait de la com. Mais donc, il y a cette volonté de vouloir faire fort, de vouloir impressionner le monde entier, parce qu'il a la chance d'être à la tête d'un président d'un pays extrêmement puissant. Mais en revanche, le Trump 2 est très différent, me semble beaucoup plus réaliste et presque plus dangereux. Mais c'est un personnage ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, on aurait à la fois envie, nous aussi, d'avoir quelqu'un qui tape un peu du poing sur la table, et en même temps, et par certains côtés, par ses amis aussi, il fait un peu peur parfois. Oui, en fait, en plus, il est capable de raconter n'importe quoi, mais avec une assurance incroyable. Là, quand il a fait la conférence de presse avec Zelensky, il dit rien ne se serait passé pour la guerre si j'avais été élu président. Et d'ailleurs, parce qu'on m'a volé mon élection. C'est-à-dire qu'il était en train de nous expliquer encore que, en fait, on lui avait volé son élection. Enfin, il en profitait pour. Mais là où il est très malin, c'est que par exemple, au début de son propos, il dit beaucoup de choses positives sur Poutine. Et il dit oui, le président Poutine veut aussi la paix, machin. Et là, vous avez des gens bas de coffre qui disent ouais, comment il ose dire du bien de Poutine. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on veut négocier, si vous commencez à dire que l'autre il est nul, qu'il est dangereux, que c'est un dictateur, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à la négociation. Vous voyez, et tout à coup, vous avez tous les grands démocrates français qui ont commencé à dire mais quelle honte, il dit du bien de Poutine. Mes chers amis, si vous voulez négocier un accord, il ne faut pas aller taper sur le type que vous avez envie de convaincre. Le franco-américain Jean-Claude Beaujour, justement, vous trouvez vous aussi que Trump 1, Trump 2, c'est très très différent? Alors, c'est différent pour deux raisons.
La première, c'est que Trump, lors de la première élection, lui-même, il ne s'attendait pas à être élu. Absolument. Je me souviens du soir de son élection, un certain nombre d'entre nous étions invités au QG de campagne de Madame Clinton, et tous les sondages donnaient Clinton gagnante. Et je me souviens qu'avec une de vos collègues, Jannick Halimi, nous avions au mois d'octobre dit dans un article du Parisien, Donald Trump peut gagner. Et le soir de l'élection, quelques minutes avant, au moment de son annonce, lorsqu'on voyait que ça s'était bâché, il y a Jean-Pierre Cabache qui est à New York, nous dit alors on fait quoi? Je dis ça sera musclé, mais la démocratie a fonctionné. Donc la première chose, il ne s'y attendait pas. En tout cas très peu. Oui, non. Il a gagné, il n'était pas préparé au pouvoir et les équipes, il a été pris en main par des équipes alors que la deuxième fois, il y croit vraiment. Alors que la deuxième fois, toute la différence, c'est que I will come back. Mais d'un point de vue politique après. J'y viens. I will come back, il se dit je reviendrai, mais comme je reviendrai après avoir été battu, indépendamment de la raison, je reviendrai après avoir été battu, je fais mes propres équipes, je ferai ce que je voudrais parce qu'en plus je n'aurai pas à jouer pour la réélection. C'est ça. Et donc il est sans phare. Il a composé, si vous regardez son équipe, elle a complètement changé. Il n'y a pas tous ces gens qui étaient autour, ces politiques extrêmement rodés. Il a autour de lui vraiment une équipe. Télé, un petit peu, oui, mais il a autour de lui une équipe avec des gens qui se disent, par exemple, sa famille. Vous parlez du Proche-Orient. C'est pour ça qu'il fonctionne comme un businessman. Quelqu'un qui ferait une entreprise, à un moment donné, il se resserre aussi et il choisit en fonction de son cercle. Alors, businessman, j'ai envie de dire, il ne faut pas penser que dans le business, on peut tout faire. On a aussi des comptes à rendre, y compris aux actionnaires, etc. etc. En revanche, il se dit, tant qu'à faire, je dois être... Et c'est pour moi ce que je retiens. Au-delà du businessman, c'est un homme pragmatique. Il se dit, comment puis-je atteindre, ou comment me donner un maximum de chances d'atteindre tel résultat? D'une part, qu'est-ce que je risque si je fais cela? D'autre part, et puis il se dit toujours, je pourrais toujours faire marche arrière. Quand il va voir Poutine et il nous dit, Poutine c'est le merveilleux, mais qu'en même temps il dit, mais attention, je peux me fâcher et prendre des sanctions, mais il se dit, mais aujourd'hui je prends telle position, demain ça ne m'empêche pas de prendre telle autre position, parce que ça n'est pas un intellectuel, c'est un homme pragmatique. Oui, alors une petite anecdote, parce que pendant que vous racontiez 2016, je me revoyais là-bas à New York vivant cette élection, et au fil des minutes, évidemment, chacun comprend, on voit dans les visages, selon qu'ils soient démocrates ou républicains, que les choses sont en train de basculer. C'était notamment le vote en Floride qui a fait qu'à ce moment-là, les gens ont compris que ce serait pour Donald Trump, et on se demandait où était Hillary Clinton, parce que vous étiez au QG, on avait évidemment une consoeur qui était au QG, Valérie Astruc, et je me souviens qu'on se demandait où était Hillary Clinton. Eh bien, elle a passé 45 minutes dans un taxi, ou dans une voiture particulière, c'est pas un taxi, mais dans une voiture particulière. Elle était 45 minutes dans une voiture, stationnée devant le QG, à se dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? C'est-à-dire qu'il n'avait pas envisagé même ça, au point que, concrètement, d'une minute à l'autre, elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. Absolument, les démocrates n'avaient pas, parce que précisément, ils se disaient, il n'est pas possible que l'Amérique vote pour Trump. Voilà. Et toute l'erreur des démocrates, ça a été de mettre l'accent sur la personne de Donald Trump, alors qu'à ce moment-là, il fallait comprendre que l'Amérique en tant que telle changeait, et c'est ce qu'on a vu au fil des mois. Bien sûr, il y a sa personnalité qui vient comme la cerise sur le gâteau, mais c'est l'Amérique tout entière qui change à ce moment-là. Bon, on est en 2025 et bientôt en 2026, vous êtes sur Sud Radio, on parle de Donald Trump, mais juste après, on parle de votre réveillon, la sécurité, les fêtes de village. Est-ce qu'il faut annuler les feux d'artifice? Parce que le réveillon en France, malheureusement, quand on parle feux d'artifice, on parle aussi voitures incendiées. Mon Dieu, quelle horreur. Non, on va pas parler voitures incendiées. Si, on va quand même en parler un peu parce que c'est votre sécurité. Ce soir, vous allez peut-être dans une salle des fêtes, vous allez devoir faire la route. Il y a plein de fêtes de village partout. J'espère que vous vous préparez. Préparez-vous bien. Restez à l'eau pour le moment. Il est 11h43. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. On parle de votre réveillon ce soir, vous allez faire la fête, peut-être que vous serez en famille, entre amis, à la salle des fêtes de du village du coin ou de votre village. Malheureusement, vous aurez peut-être un peu de route à faire. Tout à l'heure, on en parlera justement à midi avec une responsable de la sécurité routière qui nous annoncera tous les changements pour 2026. Mais là, on est avec nos débatteurs. Un plateau de choix, comme je le disais tout à l'heure. Laurence Saillet, Yves Damécourt, Jean-Claude Beaujour et Quentin Gérard. Alors,
Vous allez faire quoi ce soir, Laurence? Vous avez prévu quelque chose? Alors moi, j'ai du monde à la maison. Là, je m'étais un peu emballée. Là, j'ai invité plein de gens. Je suis déjà un peu fatiguée à l'avance. Mais je suis très heureuse, hein, mais c'est un peu de travail. Mais surtout, j'ai bien pris une précaution. C'est 20h30. Pourquoi? Parce qu'à 20h, comme je l'ai dit, je vais écouter les vœux du président. Et si vous invitez les gens à 20h et que tout le monde regarde en même temps les vœux du président, ça peut tourner à la catastrophe. Parce que ça engage tout de suite. Ah oui, oui. C'est un bon parce que conseil, moi, je refuse dans ma vie personnelle de parler de politique. Ça, c'est vachement bien. Parce que j'estime que je le fais déjà très souvent et que c'est un sujet, mais effroyable. Donc, j'ai bien fait attention. 20h, les vœux du président et 20h30, interdiction de tout propos politique pendant la soirée. Si vous êtes invité chez Laurence Saillet ce soir, c'est 20h30. Hein. 20h30, pas avant. C'est pas avant. Et à partir de 20h30, tout propos politique est banni. C'est-à-dire, je repars en cuisine dès que ça parle de politique, parce que je peux vous assurer que ça peut vraiment créer énormément de tensions. Un conseil, ne parlez pas de politique le soir du réveillon. Oui, alors, vous pouvez nous appeler, 0826 300 300, appelez-nous, pour nous dire ce que vous pensez de ce réveillon 2025. Parce que ce soir, vous avez peut-être, vous, un peu de route à faire. Il y a la problématique de l'alcool. Voilà. Bon, Jean-Claude Beaujour, vous avez prévu quoi pour ce soir? Alors, ça ne sera pas 20h30, mais 21h30 pour tout le monde. J'aurai effectivement vous aussi, vous invitez? Mais je vais vous dire, j'invite, mais je cuisine parce que l'une de mes passions, c'est la cuisine et j'adore bien manger. On sait ce qu'il et y aura si au vous menu. voulez me voir fâché, c'est lorsque je mange mal. Donc, et je suis vraiment fâché. Mes clients le savent d'ailleurs. On m'invite souvent au restaurant avant une bonne audience l'après-midi. Il faut que je mange bien. Alors ça, donc, et puis surtout, non, plus sérieusement, vous avez dit deux choses. Évidemment, faire attention à ce qu'on boit. Et c'est très simple, c'est très classique. On se fait raccompagner, on prend un taxi finalement. Et même si on est en campagne, ça s'organise. Il n'y en a pas de taxi à Paris la nuit du réveillon. Non, mais ça s'organise très bien. Oui, mais il y a des transports. Il était question à un moment donné d'ouvrir toutes les lignes de métro la nuit du 31. Je ne sais pas si ça se fait pas. Mais en tout cas, moi je préfère conserver les gens. On trouvera toujours un peu de place pour mettre à coucher les gens. Plus sérieusement, parce que le drame sur les routes et même en région, on peut s'organiser. Moi, je pratique des choses où quand on a bu, eh bien, on se fait conduire. Quentin Gérard, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la solution de supprimer les feux d'artifice en France? Parce que on le sait, ce soir, il y a plein de fêtes. Hein. Je vais en parler dans un instant. Il y a plein de fêtes qui sont organisées un peu partout en France. Mais malheureusement, et ça s'est fait au moment du 14 juillet, on a annulé le feu d'artifice pour éviter les rassemblements. Et ce soir, évidemment, il y a je ne sais combien de milliers de policiers qui sont 10 000 mobilisés. à Paris, 90 000 en France. Voilà. Et on craint à nouveau le festival des voitures brûlées. Oui, ça serait cédé, ça serait lâché, parce qu'il y a une partie de la population, une partie des gens qui mettent le bazar. Mais le problème le plus profond, c'est qu'on a conscientisé qu'à chaque fête, qu'à chaque réveillon, on allait faire le comptage de nombre de voitures brûlées. L'année dernière, c'était près de 1000, du nombre d'interpellations, du nombre de caillassages de forces de l'ordre, et c'est un peu navrant. Et d'ailleurs, les gens, les Parisiens aux Champs-Élysées, mais les gens de manière générale, surtout dans les grandes villes, ont conscientisé ça, et les familles ne vont plus à ces fêtes. Il y a de moins en moins de rassemblements avec leurs enfants. Les femmes savent qu'elles peuvent être victimes d'agressions. La fête de la musique, l'été dernier, on avait vu un nombre de piqûres sauvages qui était absolument affolant. Et c'est un problème plus profond derrière, qui est une sorte de défaite de la fête, où à chaque fois, ce sont les mêmes problèmes. Ou alors, il faut aller. Mais le problème, il est simple. Il faut dire les choses. Ce sont des voyous, et il faut que nous ayons la capacité d'arrêter dans ces débats qu'a fait la police, qu'a pas fait la police, refaire la doctrine sur la police, qui a une culture plus de... Non, je pense qu'il faut dire que ce sont des voyous, et il ne faut pas que des voyous prennent le pas. Non, mais c'est la justice qui est défaillante. Pardon de vous le dire. Mais quand vous voyez, attendez, quand vous voyez à la fois les manifs, à la fois tout ça, quand on arrête les gens qui ont tapé sur des flics, qui ont caillassé, qui ont détruit, qui ont cassé, vous avez regardé... Vous le savez, les jugements. Ah oui, mais il avait un CDI, donc on va rien lui faire. C'est quoi le jugement pour une voiture brûlée ce soir? Rien du tout. Qu'est-ce que vous croyez que la personne qui a brûlé une voiture, elle va craindre quoi que ce soit de la justice? Rien du tout. Là, je voudrais quand même préciser une chose. Je ne peux pas laisser dire. Parce que justement, si vous faites de la politique, on va faire de la politique sérieusement. Je ne peux pas laisser dire que la justice est défaillante. Les juges, attendez. Les juges ne sont pas défaillants. La question, c'est est-ce qu'ils vont au bout? J'y viens. Je suis le premier, parce que je suis citoyen comme vous, à m'insurger contre ce type de comportement. Et je viens de dire que ce sont des voyous. Et les Français ne supportent plus. Les Français ne supportent plus. Sauf que vous les mettez où, les gens que vous arrêtez?
Elles sont où elles sont où ces on manque de place en prison. Vous leur faites payer, payer la casse. Mais attendez, oui, mais payer ne suffit pas. Ce sont des voyous. À un moment donné, on veut sanctionner rapidement. Non, mais les magistrats, c'est pas la justice qui est défaillante. Non, mais ce sont les moyens une voiture brûlée. Jean-Claude Beaujour, une voiture brûlée. Vous risquez quoi en France pour une voiture brûlée? Alors, je n'ai pas les peines en tête parce que je n'ai pas les peines en tête. Mais non. Mais à ce moment-là, c'est le législateur. Non, attendez, c'est pas vrai. Attendez. Non, les réquisitions qui sont faites et l'application, non, il y a une marge de manœuvre du juge. Et quand vous voyez, je suis désolé qu'on a relâché des gens, qu'on n'a pas mis en prison des gens qui caillassaient la police parce qu'on nous a expliqué qu'ils avaient des CDI et qu'on voulait pas les sortir de leur cycle, ça existe, ça. Je suis désolé. Attendez. C'est là où je pense que, mais il aurait fallu refaire le débat parce que c'est un débat trop complexe. Vous avez le temps, on a quelques minutes. Quand vous dites, et il y a dans la magistrature, et je ne suis pas en train de prendre parti, mais on essaie de raisonner. Quand vous dites que la magistrature est défaillante, c'est laisser croire à nos concitoyens que tout type qui... Est-ce que j'ai dit que la magistrature était défaillante? Non, vous transformez mes propos. Dans ces cas-là, la justice est défaillante. Attendez, vous ne pouvez pas dire... Vous dites que la justice est défaillante. Ça veut dire que le système... Eh oui, le système est défaillant. Et je dis bien qu'évidemment, vous aurez toujours certains magistrats qui jugeront, parce qu'effectivement, il y a une appréciation personnelle sur la peine, qui jugeront, ça arrive, mais dans toutes les communautés, vous en avez chez les journalistes, chez les médecins, partout. Cela étant, pris globalement, parce que ce qui nous intéresse, c'est la globalité, c'est pas parce qu'il va y avoir une situation à un moment donné qui est dérapante. Pris globalement, nous avons un vrai sujet, ce sont les moyens que nous mettons, parce que les magistrats, dans ces cas-là, et quand il y a eu des situations dramatiques, elles ont été sanctionnées. Moi, je vois les comparutions immédiates. Et contrairement à ce qu'on pense, quand vous regardez le total des comparutions immédiates, elles ne se font pas, de manière aussi souple que cela. Yves Damécourt. Moi, je voudrais dire que là, on touche vraiment aux fondamentaux de la République. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, on disait que tout devait être organisé pour protéger les droits de l'homme, et ces droits, c'était la liberté, la propriété, la sûreté et la lutte contre l'oppresseur. C'était pas liberté, égalité, fraternité en 1789. La liberté, la sûreté, la propriété et la lutte contre l'oppresseur. Aujourd'hui, l'État ne fait pas son job. Il s'occupe de la réparation des chaussures, de la réparation des chaussettes, de la réparation des grippins, mais il s'occupe pas de la sûreté. Et donc, il est important qu'on revienne aux fondamentaux et que l'État fasse son job, qu'il arrête de dépenser de l'argent sur des dossiers inutiles, qu'il redonne de la dignité, de la liberté aux gens, mais qu'il s'occupe de son métier. La mise à feu d'une voiture en France expose à des sanctions pénales sévères pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Je voudrais bien savoir, Monsieur Cardoz, pardon, hein, je voudrais bien savoir quel juge demain va appliquer ça. Ça, c'est sûr. Si vous êtes juge, vous avez un type qui est, parce qu'on parle de voyou, vous avez un type qui bidouille, vous le condamnez à 150 000 € d'amende? Bien sûr que non. Non. Bien sûr que non. Et la première chose que fait le tribunal... Attendez, vous me demandez comment ça se passe. La première chose que fait le tribunal, il vous demande vos revenus, vos fiches de paye. Le problème, et je partage complètement. Moi, je suis fils de policier, je suis un homme pour la sécurité. Je suis pour l'état de droit. Donc ça veut dire qu'en France, ça veut dire qu'on sait pendant des années. Et là encore, justement, on va éviter de faire de fausses déclarations. Pendant 20, 30, 40 ans, tout pouvoir confondu. Non, quand je dis fausses déclarations, on va faire de fausses annonces. Tout pouvoir confondu. On a très peu donné à la justice et on a dépensé de l'argent sur les sommes. Je suis désolé, oui, il y a un problème. Non, mais attendez. Oui, il y a. Non, mais monsieur Damécourt, non, mais attendez. Il y a un problème. Vous me parlez de 150 000 €, vous condamnez pas à 150 000 €. Vous savez, au prorata de ce que la personne touche. Donc si, bien sûr. Enfin, déjà, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, si vous lui mettez 10 ou 20 000 €, déjà, ça va lui faire réfléchir. Vraiment. Moi, je pense que la justice n'a pas assez de moyens, évidemment. Néanmoins, vous ne pouvez nier, quand vous regardez, et les journalistes du JDD à ma gauche pourra nous confirmer les choses, me semble-t-il, quand vous regardez dans les comparutions immédiates des personnes qui attaquent les forces de l'ordre, qui s'en sortent comme ça, je suis désolée, vous pouvez nous dire que la justice n'a pas de moyens, c'est aussi les appréciations des juges et le fait de dire que c'est proportionné aux revenus. Mais c'est super, en France, vous avez le RSA, vous ne travaillez pas, vous choisissez de ne pas travailler, et bien vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous ne serez pas solvable. Les Français en ont marre de payer
payer la casse. Les cotisations d'assurance augmentent à cause de ça. Les Français en ont marre de payer la casse. Je pense que c'est ce qu'ils voient. Bien sûr. Mais ils voient aussi que face à eux, ils ont des gens qui touchent le RSA ou des allocations et que donc ils ne peuvent pas les taxer fortement. Attendez, Yves Damécourt, et vous reprenez la parole juste après. Aujourd'hui, dans les jugements, il y a deux choses. Il y a la loi, telle qu'elle a été écrite par les législateurs, et ensuite il y a la jurisprudence. Et la jurisprudence, comme elle tient compte des cas particuliers, eh bien en fait, il y a une autre loi qui est écrite. Or, la justice est normalement la bouche de la loi. C'est ce que disait Montaigne, Montesquieu. Et bien souvent, aujourd'hui, il y a une autre loi qui est créée par la justice elle-même et qui vient infléchir les sanctions. Voilà, et c'est ce qui se passe en ce moment. Absolument. Mais le sens, je pense, de ce que disait Laurence Saillet tout à l'heure, c'est que précisément, peut-être qu'il faut revenir à des sanctions beaucoup plus fortes. C'est l'application des peines qui est à revoir. Demandez aux forces de l'ordre, ils en ont ras-le-bol. Les multirécidivistes, regardez encore les cas qu'on a eu des gens qui sont celui qui a attaqué les femmes dans le métro. C'est des gens, ils sont Qu'est-ce que vous lisez à chaque fois? Bien connu des services de police, à sa 12e condamnation, et dans la nature, vol, vous faites allusion à l'histoire du franco-malien qui ne savait pas qu'il était français. Voilà, non mais je veux dire, au-delà de sa nationalité, on en a marre d'avoir dans nos rues des multirécidivistes, si vous voulez, qui sont... Voilà. Moi, je vais vous dire ce que... Parce que justement, précisément, il y a des situations qui sont des situations horribles. Moi, je regarde simplement les rapports des magistrats, soit de magistrats instructeurs, des rapports des procureurs qui regardent on n'est pas dans une sorte de gentillesse. Les sanctions sont relativement sévères. Après, vous avez effectivement une difficulté dans l'application des décisions qui sont rendues. Des décisions qui sont rendues. Les prochaines heures, malheureusement. Parce que c'est pas les juges. Les juges, parfois, prennent des décisions sévères. Et derrière, pas de suivi, pas de place pas de personnel. Eh bien, écoutez, on suivra ça parce que malheureusement, je le crains, ce soir, il y aura probablement encore des voitures brûlées. Je l'espère pas. J'espère pas. Peut-être que ce sera zéro. Peut-être qu'on va vous surprendre. Mais si jamais c'est le cas, oui, je suis optimiste. Je suis toujours optimiste. J'ai essayé de l'être pendant 2 heures et c'est pas fini parce qu'on va rester ensemble encore pendant 1 heure. On a plein de choses à se dire avec 2 invités à midi et midi et demi. On ouvre un chapitre très intéressant sur la domination de la Chine. Je remercie nos débatteurs du jour. Merci beaucoup Laurence Saillet, Yves Damécourt, Jean-Claude Beaujour, Quentin Gérard. Tout de suite les infos sur Sud Radio. Sud Radio.